badge, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Bonjour à tous, 7h au Bénin, merci de vous réveiller avec nous sur Canal 3. Bienvenue sur Actu Matin, toute l'info c'est ici et maintenant. Wakaba Likbara, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. Il y a dans l'actualité ce matin, n'est-ce pas, les activités des forces Corée pour un Bénin émergent, un communiqué invitant les militants à une réunion aujourd'hui, ferait plus ou moins perturber un peu. Et donc le secrétaire exécutif national Paul Hunkpe a pondu un communiqué pour appeler les militants à beaucoup plus de mobilisation et d'attention. Il s'agissait donc d'une fausse information en ce qui concerne cette réunion. À cela s'ajoute cette triste nouvelle qui nous vient de Kérémou, c'est dans la commune de Kandi, n'est-ce pas? Les braconniers ont attaqué un poste de police proche du parc W. Bilan, un mort parmi les policiers et un autre grièvement blessé. On verra de quoi cela retourne dans un instant. Voilà, justement, merci à vous, Wakaba Likbara. On va vous retrouver dans un instant pour voir ce qu'ils en disent à propos de ces informations. Les organes de presse qui sont parus ce jour et au sommaire, justement, cette terreur et cette frayeur à Kérémou, une localité du Bénin frontalière au Burkina Faso. Un poste avancé de police a été la cible d'une attaque de braconniers. Dans la nuit du dimanche, un policier est tué, un autre blessé, le poste totalement réduit en cendres par les flammes. Cet acte perpétré ramène sur tapis l'épineuse question de la surveillance au niveau de nos frontières. Après ces analyses sur l'attaque, eh bien, le forum reçoit en invité Marcel Baglo. Il est directeur général de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABJF. Vous devez désormais l'inscrire au rang des problèmes qui minent nos établissements scolaires. Eh bien, nos élèves se droguent. En tout cas, c'est ce que révèlent les autorités en charge de l'éducation et de la justice. Ils prennent des mesures pour décourager la pratique. À suivre la chronique de Moïse Dossoumu, il condamne le fait et salue la réaction des ministres et du procureur de la République de Cotonou. Ailleurs, c'est l'alcool qui fait effet. On reviendra sur ce phénomène aux chiffres encore inconnus, mais qui a tendance à s'intensifier ces derniers mois, d'où le cri d'alerte de cet enfant. S'il vous plaît, talon, sodabi, frelaté, tue nos parents à Matéri. Une manière pour lui de présenter la gravité du fléau. Nous évoquerons dans cette émission ce psychodrame auquel font face les populations avec notre invité au téléphone, Sorikoa Sambieni. Il est le maire de Matéri. Et puis, un autre appel au téléphone, on parlera cette fois-ci politique, une confusion autour du parti Force Corée pour un Bénin émergent à propos d'un congrès. Nous reviendrons sur ce communiqué.
qui convoque les militants à un congrès ce lundi et cet autre signé du secrétaire exécutif national qui l'interdit, précisant qu'aucun responsable du parti n'a signé le document portant convocation de militants. Nous ferons réagir dans cette édition Théophile Yarou, premier secrétaire exécutif national actuellement en tournée dans le Borgou, et là, nous l'aurons au téléphone. Restez donc avec nous sur Canal 3 Bénin et sur le www.canal3télévision.com. Spécialement aménagé pour des clients très exigeants, Millennium Popo Beach est un sublime cadre qui illumine vos séminaires et immortalise vos séjours. Réservé au 00229 95 85 91 22 94 01 66 55 69 52 33 33 69 52 44 44 ou contact @hotel-millenniumpopobeach.com. Millennium Popo Beach Hotel, au-delà de vos rêves. Et voilà, les infos à la une des journaux, c'est avec vous, Wahab Alipara. Rebonjour Christian, rebonjour à tous. Les premières informations, dites-vous, c'est avec Fraternité. Attaque d'un poste de police au voisinage du parc W. Les braconniers sèment la terreur à Kérémou, c'est dans la commune de Kandi. Création de l'Union nationale des établissements privés d'enseignement supérieur. Les épaisses parlent d'une même voix sous l'égide de Théophane Ayi. Consommation de stupéfiants en milieu scolaire, le gouvernement engagé à mettre fin au phénomène. Le cannabis à l'école, c'est le titre de la chronique signée ce matin Moïse Dosoumou, qui précise qu'un gâteau fabriqué avec des substances illicites est proposé à la consommation des plus jeunes. À la une maintenant de La Nation, Abdoulaye Biotchane à propos de l'indice de développement humain au Bénin, l'évolution de notre pays reflète les politiques menées. Élections communales et quitus fiscal, les dispositions pratiques prises par la Direction générale des impôts. Le routier à présent, manœuvre de déstabilisation et de division au sein des forces Corées pour un Bénin émergent. Boni Yayi aime-t-il le Bénin, sa paix et sa démocratie, s'interroge le journal. Veut-il encore semer de troubles lors des communales? Encore une interrogation à la une ce matin de Le Routier. Le matin, élections communales et municipales de 2020, Prudencio installe la machine UDBN dans la 20e circonscription électorale. Élections communales et municipales toujours de 2020, le jeu flou de Boni Yayi handicape les forces Corées pour un Bénin émergent. Le Soleil Bénin Info, cacophonie politique au sein de l'ancienne alliance au pouvoir, les FCBE face aux ambiguïtés de Boni Yayi. Attaque d'un poste de police à Banikwara hier, la situation est sous contrôle à Kérémou. La cloche, marché obligataire de l'UMOA, encore près de 39 milliards de francs CFA pour booster l'économie nationale. Du clair sombre aux manœuvres dilatoires, Boni Yayi veut faire couler la maison FCBE. Jakpata, présence de Issifou Amadou à la réunion du vendredi chez Boni Yayi. Paul Hunkpe, victime du régionalisme et de l'ethnocentrisme, s'interroge le journal. La cime de l'info communale de mai 2020 dans la commune de Banté, jeunes et dignitaires religieux de Banon suscite la candidature d'Edouard Tchakon Djiga. Démarrage précoce de la campagne électorale pour les municipales de mai prochain et si la Sénat et la Cour constitutionnelle tapaient du poing sur la table. L'économiste, mandature 2020-2025 de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, Arnold Akakpo, plébiscité à la présidence de la CCIB, marché financier de l'UMOA, le Bénin obtient 38,5 milliards de francs CFA. Bénin intelligent.
coronavirus, difficultés des Béninois, confusion autour de l'assistance financière du gouvernement. Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, les visages de la mandature 2020-2025. Le journal donne à voir la photo, sinon les photos de l'équipe en place. Arnold Akapo, président. Le potentiel travaux du COSLEPI et communal du 17 mai 2020, assurance à Domaou accouche la liste électorale en 37 jours. L'enregistrement des nouveaux majeurs démarre le 23 février. Environ 5 millions d'électeurs attendus. Incident meurtrier au poste de police de Kérémou dans la nuit de samedi au dimanche. Première frappe terroriste sur le sol béninois, s'interroge le potentiel. Libération, polémique autour de l'assainissement de l'abattoir de Cotonou. Les assurances du gouvernement, le directeur général élevage s'explique et rassure. Le matinal, cette fois-ci, modification de la loi sur la criette. Le procureur spécial parle du double degré de juridiction. Incivisme des braconniers à Kérémou dans la commune de Banikwara. La police appelle au calme. La boussole, tentative de distraction et de démobilisation des militants FCBE via les réseaux sociaux. Le secrétaire exécutif national Paul Hunkwe dit non et dément la convocation d'une réunion ce jour au siège. Il appelle à la poursuite de la collecte des dossiers. La presse du jour, nouvelle réglementation du permis de construire, encore des avancées pour le climat des affaires au Bénin. Matin libre, décentralisation, Cotonou chasse gardée de l'opposition, un challenge pour Patrice Talon, assassinat d'une fillette de 7 ans, ce qui s'est réellement passé, nous propose le journal Matin libre en sa page 9. Quotidien L'Observateur, à quelques mois des communales, Boni Yayi tente un nouveau coup via les Corée. Pourquoi veut-il toujours perturber les élections? Élections communales du 17 mai, une forte mobilisation autour de Dissou à Kogbeto dans l'arrondissement d'Ekpe. La clé de succès de l'Union progressiste dans ces mains. Podi, mobilisation itinérante des jeunes UP dans la commune d'Abomey-Calavi. Le jeune leader William Zohou et consort à l'assaut de leur père. Défi info, marché obligataire de l'UOMOA, l'offre du Bénin affole les compteurs grâce à la crédibilité de la signature de Patrice Talon. La relève info communale 2020, mobilisation politique autour du bloc républicain dans la 24e circonscription électorale. Thomas Agbeva pour sauver les meubles. Nord-Sud quotidien pour finir, FCBE, Boni Yayi perturbe 20 ans de décès de Moucharaf Badamassi. Hungbeji rend un vibrant hommage à un ami et confident. Voilà qu'ici, un tour rapide des parutions ce matin, vraiment riche en informations avec Fraternité, donc qui revient sur cette attaque qui s'est déroulée à Kérémou. Voilà, de ce sujet, on va en parler tout à l'heure dans le forum de discussion. Et juste après, nous allons recevoir un invité, Marcel Baglo, directeur général de l'ABJF. On parlera donc des contrôles migratoires au niveau de nos frontières. Est-ce que la surveillance des frontières est vraiment, disons, de mise à ce niveau? Nous poserons la question à notre invité. Restez avec nous dans un court instant. Le chroniqueur, dans ses écrits ce matin, se préoccupe de la situation dans nos établissements scolaires. La drogue et les substances psychotropes y circulent et deviennent dangereux pour les élèves. On va en parler puisque les ministres de l'enseignement secondaire, de la santé et puis le procureur de la République ont pris leurs responsabilités. C'est un acte à saluer. Écrit ce matin, le chroniqueur Moïse Dosoumou que nous allons retrouver dans un court instant. Mais avant,
je vous propose de vivre très rapidement les gros titres du mini-journal de tout à l'heure. C'est avec vous Clément Tchadé, bonjour. Bonjour Christian Dondian. Dans les titres, ce matin, la poursuite des travaux d'assainissement de la berge lagunaire de Cotonou, c'est bien sous la supervision de l'armée et de la police républicaine. Un magazine de la rédaction vous amène voir ce matin l'évolution des travaux. À suivre également les promoteurs des écoles privées d'enseignement supérieur qui entendent mettre de l'ordre dans leur méthode de fonctionnement. Désormais, ils sont unis au sein d'une association. Elle s'appelle l'Union nationale des établissements privés d'enseignement supérieur. Le compte rendu de Rahab Alikbara au cours de leur assemblée générale. D'accord, je vous retrouve dans quelques petites minutes. Nous allons très rapidement retrouver Moïse Dossoumo dans sa chronique. Moïse, bonjour. Je vous reviens tout à l'heure après ce jingle. Découvert du cannabis à l'école et vous nous en parlez. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les faits paraissent anodins, pourtant ils sont d'une extrême gravité. Dans les lycées et collèges, la situation est préoccupante. C'est un secret de police chilienne d'affirmer que les adolescents sont constamment exposés à la drogue. Un gâteau fabriqué avec des substances illicites proposé à la consommation des plus jeunes a révélé le poteau rose. Le comportement inhabituel d'un élève de 14 ans en classe de seconde dans un collège de Cotonou a mis la puce à l'oreille de ses parents. Tombé dans les pommes, après avoir mangé le fameux gâteau, il s'est retrouvé à l'hôpital pour des tests qui ont confirmé la présence de substances psychotropes dans son organisme. Les mêmes résultats ont été observés chez 3 de ses amis avec qui il a partagé cette friandise. Il n'en fallait pas plus pour que l'alerte soit donnée. Les trafiquants qui pensaient réussir leur coup en douce n'avaient pas prévu ce scénario qui réduit en cendres leur espoir de passer par ce procédé ingénieux pour parvenir à leur fin. Ne pouvant plus distribuer la drogue sous sa forme la plus répandue, ils font recours à leur intelligence pour contourner les difficultés et échapper à la vigilance des forces de l'ordre. Convaincus que de plus en plus, les élèves qui entretiennent de mauvaises fréquentations consomment du cannabis. Au lieu de s'occuper de leurs cours, le gouvernement a pris le taureau par les cornes. Cet énième incident met davantage le doigt dans la plaie et relance le débat sur cette épineuse question qui décime la jeunesse. L'Office de répression du trafic illicite des drogues et des précurseurs au CERTID, saisi du dossier, mêle les enquêtes. Les éléments de cette unité de la police républicaine devront faire la lumière sur cette affaire qui met en émoi les parents et les responsables d'établissement. Retrouver les auteurs de cet acte afin qu'ils répondent de leur forfait, telle est la grande attente de l'opinion, car en aucun cas, ce crime ne doit rester impuni. Désormais, sur le qui-vive, les pouvoirs publics sont visiblement décidés à combattre vigoureusement ces travers de notre société. Puisque le cannabis et autres drogues n'ont pas leur place à l'école, les promoteurs d'établissements expressément convoqués en ont eu pour leur compte. Responsables de la bonne formation, que sont censés recevoir les apprenants dans leurs locaux, mais aussi de leur sécurité, ils ont reçu des avertissements de la part des autorités en charge de l'école et de la justice. La gravité des faits et leurs conséquences sur la santé des jeunes élèves appellent à combattre le laxisme. Les promoteurs responsables d'établissements sont donc mis à contribution pour démanteler les réseaux clandestins de distribution de la drogue au sein des lycées et collèges. Des menaces de retrait d'agréments et de poursuites judiciaires sont exhibées pour les inciter à prendre la mesure de la situation et à s'investir dans cette lutte. Le cannabis et l'école ne font pas bon ménage. Les trafiquants peu scrupuleux ont trouvé les moyens les plus simples pour appâter et rassurer leur jeune clientèle encore insouciante des dangers auxquels elle s'expose. Sous forme de pilules, de bonbons, de gâteaux, de jus de fruits, la drogue se consomme sans modération chez les plus jeunes. Les cibles privilégiées, puisqu'il s'agit d'une affaire de sous, après tout, ce sont les élèves dont les parents sont d'un certain rang social. Et ceux-ci, croyant bien faire, mettent à la disposition de leur progéniture des sommes d'argent pour les besoins quotidiens.
Habitués plus ou moins à la facilité, les enfants ne réfléchissent pas longtemps avant de tomber dans les pièges des commerçants sans foi ni loi, qui abusent ainsi de leur naïveté au détriment de leur santé et de leur avenir. De la maison à l'école en passant par la rue, chaque responsable est appelé à jouer sa partition pour sauver les plus jeunes, accros ou potentielles victimes de la drogue. Voilà, votre appel est entendu ce matin. Moïse Dossoumo, on va d'ailleurs vous retrouver tout à l'heure dans le forum des discussions puisque le sujet sera abordé avec l'ensemble du plateau de ce matin. Herman Anyamboussou, André Dossa et Hakime Seydou Ousseni. Vous restez donc en place tout de suite, le mini-journal. Et maintenant, nous allons vous emmener pour une petite balade matinale sur la berge lagunaire de Cotonou. Après l'opération de libération, les travaux d'assainissement se poursuivent sous la supervision de l'armée et de la police républicaine. Un tour sur le site nous a permis de constater que les montagnes de déchets qui s'amoncelaient le long de la berge lagunaire sont détruites. Le remblai de l'espace est en cours. Du côté des commerçants, cette opération est fortement saluée, même si les bonnes dames se plaignent. Les images. C'est du matériel lourd qui est ici déployé pour assainir la berge lagunaire, désormais débarrassée de ses occupants. Les montagnes de tas d'ordures qui jadis occupaient l'espace laissent désormais place à de la terre jaune convoyée sur le site pour le remblayage. L'opération se déroule sous la supervision de la police républicaine et de l'armée. Tout acte d'incivisme est systématiquement puni par les hommes en uniforme. C'est le cas de ces étudiants qui a eu la maladresse d'uriner sur l'espace en cours d'aménagement. Pour les décourager, ils le coupent d'une corvée de quelques heures. C'est la preuve que plus rien ne sera comme avant. Du côté des vendeuses autrefois installées le long de la berge lagunaire, le projet d'assainissement initié par le gouvernement offre un meilleur paysage. Tout en appréciant la qualité des travaux en cours, elles exhortent les autorités à revoir leurs conditions de commerce. Nous apprécions la qualité du travail qui se fait, mais il ne faudrait pas qu'on nous casse et que l'espace reste non valorisé. Dès que la voie sera réfectionnée, nous allons bien vendre. Nous soutenons le projet d'assainissement de la berge lagunaire en cours, mais nous supplions l'autorité de penser un peu à nous. Depuis le démarrage des travaux, nous ne vendons plus comme cela se doit. Sinon, c'est un bon projet. La présence des policiers et des militaires sur le site dissuade les curieux et les récidivistes. Aucune vendeuse ne peut aujourd'hui oser franchir la ligne définie et l'insalubrité qui régnait à mettre aux abords de la lagune n'aura plus droit de citer. Oui, cette dernière image de ce Zémilien qui était obligé de faire cette corvée puisqu'il était en train de salir la berge. Quel commentaire faites-vous de cela ? Bon, écoutez, c'est la preuve même que le travail qui se fait est important et qu'il faut impérativement libérer la berge pour que les passagers ou les usagers de ce lieu puissent mener leurs activités dans de très bonnes conditions. Voilà, nous allons parler des petites et moyennes entreprises avec le financement crédit informel. Oui, le rôle et des crédits dans la performance des entreprises des jeunes au Bénin, c'est le thème de la communication animée par Dr Betoton Nadège Diossou vendredi à la chaire OMC de l'école doctorale. Et comme vous pouvez le constater dans les images à la FASEG, c'est un rendez-vous qui lance la dissémination de l'étude réalisée sur la thématique financière par un centre de recherche basé au Canada. Cette étude vient relancer le débat sur le financement des PME au Bénin et entend donc stimuler l'entrepreneuriat grâce au crédit informel. Les travaux ont eu lieu à Cotonou. Et cet élément en titre, je vous le disais, les promoteurs des écoles privées d'enseignement supérieur ont décidé donc de mettre de l'ordre dans leur méthode de fonctionnement, ceci dans le but d'un encadrement de qualité. Ils se sont donc mis en association à la faveur d'une assemblée générale élective qui s'est déroulée en début de week-end à Cotonou. Le nom de l'association, l'Union nationale des établissements privés d'enseignement supérieur. Leur assemblée générale avec Wahab Alikbar. C'est sans doute un nouveau soleil qui se lève sur l'école béninoise. Après les moments de divergence de point de vue,
et de stratégie des fêtières des établissements privés d'enseignement supérieur, eh bien, les responsables ont décidé de parler désormais d'une même voix. Et cela se matérialise par cette élection du nouveau bureau présidé par Charles Couffin. Les défis que nous avons à relever sont nombreux. Et ces défis, nous devons nous unir ensemble pour les relever. Le premier de ces défis, c'est comment mobiliser notre collaboration ensemble, notre action collective pour pouvoir atteindre les objectifs qui sont ceux de notre association. Et l'un de ces objectifs que nous avons relevé tout à l'heure à travers les statuts, le règlement intérieur, c'est la promotion d'un enseignement supérieur de haute qualité. Nous devons montrer quotidiennement que nous sommes à la hauteur de réaliser ce défi. Le deuxième défi que nous avons à relever, c'est comment restaurer l'image qui a été ternie de nos établissements privés d'enseignement supérieur. Nous avons également comme défi à relever la communication. La communication à l'endroit de toutes les institutions nationales et internationales qui doivent collaborer avec nous dans le cadre de la réalisation de notre mission qui est celle de la création, la diffusion et la diffusion du savoir de haute qualité dans la cité. Et je peux vous assurer que cette mission est une mission noble. L'Union nationale des établissements privés d'enseignement supérieur, UNEPES, a donc d'énormes défis à relever. Les membres du bureau comptent sur la Fédération des énergies et le soutien des promoteurs pour atteindre les objectifs. Et le patron de Gaza Formation, fraîchement envoyé au Conseil national de l'éducation, ne marchande pas sa disponibilité. Je savais que tous ensemble, nous allons aller dans la même direction et nous y sommes arrivés. Vous avez soulevé tous les défis qui nous attendent. Je crois, avec votre détermination, notre détermination, nous tiendrons encore le pari et ce serait un exemple surprenant pour tous ceux qui ne s'y attendaient pas. Je vous remercie par avance de l'effort que vous allez faire pour vaincre les difficultés qui nous attendent. Et Dieu sait qu'elles sont nombreuses et c'est en cela que votre tâche est lourde. Le nouveau bureau est composé d'une dizaine de membres et l'Assemblée générale qui a consacré leur installation a également permis de travailler sur les statuts et règlements intérieurs de l'Union. Et ces journées scientifiques à l'École nationale supérieure des biosciences et biotechnologies appliquées de Dassazoumé, les échanges ont porté sur le thème les biosciences au service du développement. Ces assises, les premières d'ailleurs organisées par l'entité, ont permis aux participants venus des universités nationales du Bénin et de l'Université nationale professeur Joseph Kizerbo de Ouagadougou au Burkina Faso de partager et d'échanger sur les résultats des recherches envisagées par le laboratoire de l'école. Imet Hélène Mousson. La rencontre regroupe divers acteurs scientifiques des différents campus universitaires du Bénin, mais aussi de l'université Kizerbo de Ouagadougou au Burkina Faso. Elle a été l'occasion pour les responsables de l'École nationale supérieure des biosciences et biotechnologies appliquées, ENSBBA de Dassazoumé, de présenter les résultats issus des recherches de ces différents laboratoires. Dénommées journées scientifiques, ces premières assises intellectuelles qui interviennent après les 2 années d'existence de l'école constituent pour les organisateurs un rendez-vous de partage. Nous sommes une jeune école créée en 2018 et nous avons pour mission de former. Nous avons aussi une mission de recherche. Et qui dit recherche impacte le développement. Et lorsque vous faites de la recherche, vous devez faire savoir ce que vous faites. Vous devez publier vos résultats de recherche, mais vous devez trouver aussi des creusets d'échange de vos résultats, creusets scientifiques. Avec pour terme les biosciences au service du développement, les échanges visent à convaincre la communauté scientifique extérieure des impacts de développement engendrés par les travaux des recherches effectuées dans le domaine de prédilection de la jeune institution.
Outre le monde des observateurs, ces journées scientifiques vont aussi permettre à l'UNSBBA de s'ouvrir à des collaborations tant au plan national qu'international. La vision de cette première rencontre d'échange et de partage de savoir dans le domaine des biosciences et des biotechnologies est de placer l'UNSTIM sur le sentier du développement prioritaire des formations en STEAM en s'appuyant sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication en éducation et de faire accroître la qualité des offres de formation pour l'employabilité des apprenants et le développement économique du Bénin. Avec donc 137 communications réparties sur 2 jours, je suis rassuré que ces journées scientifiques qui réunissent 118 participants, tout cela présage d'une qualité exceptionnelle des travaux que nous aurons. Jeune entité sous tutelle de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et des mathématiques UNSTIM d'Abomey, l'UNSBBA a pour mission de former des techniciens compétents capables de répondre efficacement aux problèmes auxquels font face l'humanité en ce 21e siècle. Après Dassazoumé, d'autres entités de formation de l'Université d'Abomey vont aussi tenir des journées scientifiques. Ces différentes rencontres d'échange seront clôturées par un colloque international, lequel sera porté par l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et des mathématiques, UNSTIM d'Abomey. En politique, le jeune leader Geoffroy Kwesi à Kossou, acteur politique de la commune de Lokossa, n'est plus membre du bloc républicain Bière. Sa nouvelle formation politique, l'UP, l'Union progressiste, formation sur laquelle il va poursuivre son combat aux côtés du chef de l'État, Patrice Talon. Il a rendu officielle cette nouvelle jeudi dernier à travers un meeting qu'il a animé dans l'arrondissement de Koudo, c'est à Lokossa. Geoffroy Messan, Florent Dehou nous en parle. L'homme fort au sein de la jeunesse de la commune de Lokossa, le voici. Geoffroy Kwesi à Kossou. Surnommé Akagé, il est accueilli ici sur l'esplanade de la maison des jeunes de Koudo en grande pompe par des sympathisants, parents et amis acquis à sa cause et à sa vision de développement de la commune de Lokossa. En organisant cette sortie grandeur nature, Geoffroy Kossou s'est offert une vitrine pour confirmer son départ du parti Bloc républicain. Nonobstant mon engagement politique aux côtés du parti Bloc républicain, dans un passé récent, le destin me conduit sur le beau feuillage vert touffu et ombrageux du Grand Baobab. Oui, c'est le destin, car les attaques et diatribes dont je fais l'objet dans mon ancienne famille politique, les cabales ourdissent contre ma personne à ma fin de décrochage politique sont à la fois inhumains et contraires à l'idéologie de ce parti. En dépit de mes sollicitations à corriger cet état de choses, rien n'y fit. Mesdames et messieurs, mon départ n'est nullement une expression de la peur face à l'animosité, mais plutôt ma capacité à vaincre. Oui, à vaincre dans les urnes aux côtés de ma nouvelle famille politique. Geoffroy Kossou est le suppléant du député BR élu dans la 18e circonscription électorale. Tout en quittant cette formation politique, il annonce poursuivre son combat aux côtés du chef de l'État Patrice Talon dans l'autre grand bloc de la mouvance présidentielle, l'Union progressiste UP. Mesdames et messieurs, les responsables du parti de l'Union progressiste, l'honorable Dakwe Sossou, député à l'Assemblée nationale, Son Excellence Nestor Wadaï, vice-président du Conseil économique et social, chers cadres à divers niveaux du parti. Moi, Geoffroy Kwesi à Kossou, ce jeudi 6 février 2020, du haut de cette tribune, je confirme ma démission du parti Bloc républicain. Je vous invite donc à propager la nouvelle partout et à se mobiliser pour les grands rendez-vous électoraux. Désormais, membre de cette prestigieuse formation politique Union progressiste, je vous adresse mes vifs remerciements pour avoir compris et accepté le sens de ma démission de rejoindre le parti du Baobab et également pour l'accueil tout particulier. Geoffroy Kossou arrive à l'UP avec un contingent de militants et sympathisants déjà mobilisés pour les élections à venir. Des membres de l'UP
lui ont d'ailleurs dressé le tapis rouge. Je voudrais lui souhaiter la bienvenue, lui dire qu'il a le soutien du Creuset La Renaissance de Lokossa qui est parrainé par le père Ouadani. Monsieur l'honorable Akagé, on ne ménagera aucun effort, quels que soient les hameaux, les contrées de cette commune Lokossa, à vous soutenir. Aujourd'hui est un grand jour pour nous, où notre frère, je veux nommer Akosu Geoffroy, il est parmi nous. C'est une chance pour nous, parce que seul, comme on le dit, un seul Hirondais ne peut jamais faire le printemps. Non, surtout en politique. Il va falloir que nous soyons ensemble, que nous nous mettions ensemble pour pouvoir jouer le jeu. Et il a accepté de rester ensemble avec nous. Alors je lui souhaite la bienvenue. À quelques semaines des élections communales et municipales, cette arrivée au sein de l'UP sonne comme une victoire avant l'heure pour ce parti dont le symbole est le baobab. Et pour boucler ce carnet noir, avec les obsèques du tout premier président de la CCIB samedi 8 février 2020, c'était à l'église Saint-Michel de Cotonou. Raphaël Loko, ainsi l'appelait-on, a quitté ce monde pour l'au-delà le 11 janvier 2020 à l'âge de 93 ans. La messe corps présent a été dite par Monseigneur Clet Feliro, évêque de Kandé. Les temps forts de cette cérémonie avec Ulrich Ekwegaba, Rachidi Soubero. C'est ici, à l'église Saint-Michel de Cotonou, que Raphaël Loko reçoit ses derniers hommages. Parents, amis et anciens collaborateurs de l'illustre disparu ont tous répondu présents. Ce rendez-vous d'adieu au tout premier président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin reçoit l'onction de l'Église catholique à travers une messe célébrée par Monseigneur Cléfeliro, évêque de Kandé. Dans son homélie, le prélat insiste sur la bonhomie de l'illustre disparu, sa constante volonté à faire du bien autour de lui et son amour pour le travail bien fait dans l'ultime simplicité. Il exhorte l'assistance à suivre l'exemple de cet homme qui a occupé plusieurs hautes fonctions au Bénin et dans la sous-région, mais qui est resté humble toute sa vie. Parmi les invités, ceux qui l'ont connu de diverses manières et ceux qui lui emboîtent les pas. Il est un membre fondateur du Rotary Club de Cotonou-Lagune, parce que lui était membre du Rotary Club de Cotonou et il fait partie de ceux qui ont été dépêchés du Rotary Club de Cotonou pour aller former le Rotary Club de Cotonou-Lagune en 1985. Et il a toujours été un membre assidu de notre club. C'est-à-dire que les dernières fois où nous ne l'avons pas vu datent de moins de 3 mois. C'est-à-dire que nous tous, nous avons encore avec nous le sentiment que le Corafé est encore à côté de nous. C'est un monsieur qui, malgré ses 92 ans, 93 ans, est un monsieur correct, sympathique et très, très jovial. Le président Loko, vous l'avez connu, certainement président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Mais moi, c'est mon président, le président de mon association, l'association des industriels du Bénin, ASNIB, qui a été mis sur les fonds baptismaux le 11 janvier 1979. Il en est le président, il en a été le président. Il est mort président il a fait près de 30 ans, 35 ans, et c'est volontaire. J'en étais le vice-président, mais vraiment, que Dieu l'accueille dans son royaume. Hein, veille sur les siens. Je dis veille sur les siens et tous ceux qui lui sont chers. C'était un homme, un grand homme. Nous sommes vraiment émus, de compassion et nous sommes aussi émus parce que c'est un grand homme qui nous a quittés et c'est pour cette raison que je suis là avec tout mon bureau pour souhaiter nos condoléances à la famille éplorée. Membre du Rotary International, Raphaël Loko était également père fondateur de EcoBank Transnational Incorporated et membre fondateur de la Conférence internationale sur le commerce et le développement des Nations Unies. Administrateur de Total puis de MRS, Raphaël Loko est membre fondateur et président d'honneur de l'Association nationale des industriels du Bénin,
conseiller de la Fédération des associations des industriels de l'Afrique de l'Ouest. Mais ce qu'il faut le plus retenir de l'illustre disparu est qu'il fut le tout premier président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce mini-journal. Retrouvez les autres informations sur Canal 3 Bénin dans la grande édition de la mi-journée. C'est à partir de 13h. Merci à vous, Clément Achadé, pour le mini-journal sur Actu Matin. Actu Matin qui se poursuit dans un instant, le forum de discussion avec l'ensemble du plateau. Le débat, André Dossa, Herman Parfait, Agnamboussou, Akime Sédou Ouseni et Moïse Dossoumou vont s'installer. Nous allons aborder deux sujets. D'abord, cette attaque d'un poste de police qui a semé la terreur à Kérémourou. On reviendra également sur ce comportement déviant en milieu scolaire. Il s'agit donc de ces élèves qui consomment des substances psychotropes, notamment la drogue et le cannabis. Et sur d'autres sujets que nous allons aborder, nous aurons un invité, plateau, Marcel Baglo, pour parler donc de la situation qui est survenue à Kérémou, voilà, Kérémou et non Kérémourou. Et puis on parlera de l'alcool frelaté, c'est à Matéri, ça fait véritablement des ravages. Nous aurons en ligne le maire Sorikoa Sambieni. Et puis un congrès des forces pour un Bénin émergent qui sème la panique au sein de cette formation politique. Nous aurons également en direct le premier secrétaire exécutif national des forces pour un Bénin émergent, Théophile Yarou. De grands rendez-vous à prendre sur Actu Matin. Restez avec nous. Vous ouvre désormais les frontières du Sénégal, du Bénin, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. En effet, avec le service UBA Connect, tous les clients de UBA ont la possibilité lors de leur séjour professionnel ou personnel dans ces pays de déposer et retirer de l'argent de leur compte local en toute facilité. Plus besoin de transporter des devises dans vos valises. À tout moment, en tout lieu, de façon simple et sécurisée, profitez de votre compte dans chacun des pays de l'UMOA comme si vous étiez dans le vôtre. Avec UBA Connect, votre compte bancaire voyage avec vous. UBA. Africa's Global Bank. André Dossa, Herman Agnamboussou, Akime Sédou Ouseni. Bonjour messieurs, bienvenue. Bonjour Christian dans les gens. Voilà, vous êtes en plateau. Premier sujet à aborder ce matin. Nous nous sommes réveillés hier dimanche avec une information qui nous est parvenue du Nord. Il s'agit donc de cette attaque. L'attaque d'un poste de police, c'était donc la terreur à Kérémou, une localité de la commune de Bani Kwara, frontalière du Burkina Faso. Alors, l'inquiétude des populations perturbées par cette attaque, Akime Ouseni? Bien normal. C'est d'ailleurs pour ça que l'information a fait le tour du monde et inquiète parce qu'on parle d'attaque, parce qu'on parle également, je dirais, de forces armées postées et qui auraient échangé des tirs avec ceux qu'on a du mal à qualifier soit d'assaillants ou de braconniers. Mais de toute façon, quand on parle de questions de sécurité, moi, j'ai parfois du mal à en parler au regard d'abord de la susceptibilité de la question, au regard de la sensibilité et puis au regard du fait que parfois on n'est pas témoin des faits. Nous ne parlerons ce matin que des propos rapportés. Vous avez vu dans la foulée hier, il y a eu un communiqué de la police républicaine pour, je dirais, faire l'état des lieux. Mais à côté, il y a des spéculations, ceux qui estiment qu'ils ont... réseaux sociaux. Exactement. Et donc, du coup, ça pose un véritable problème de comment est-ce qu'on prend comment est-ce qu'on l'aborde. De toute façon, il y a une attaque et donc les populations ont le sommeil troublé. On ne sait pas si, eh bien, ceux-là qui sont volatilisés dans la nature, c'est d'ailleurs à ce niveau véritablement qu'il faut qu'on mette l'accent parce qu'au jour d'aujourd'hui, on compte dans le rang des forces de l'ordre un décès, on compte un blessé, grièvement d'ailleurs, mais on nous fait comprendre que, eh bien, les attaquants, les assaillants, j'allais dire, sont presque portés disparus et que c'est le renfort qui est envoyé pour voir si oui ou non on arrivera donc à trouver des pistes et à mettre la main sur eux. Pendant qu'ils y sont, où est-ce qu'ils se trouvent, comment ça va se passer, est-ce qu'il y a une riposte en vue, est-ce qu'ils se sont repliés pour mieux sauter? Eh bien, c'est autant d'interrogations. C'est d'ailleurs à ce niveau qu'on peut véritablement dire que les populations ont de quoi avoir le sommeil troublé, quoique la police républicaine dit que la situation est actuellement maîtrisée. Oui, une douzaine de personnes qui sont arrivées à Kérémou avec des motos qui ont ouvert le feu sur les forces de l'ordre qui étaient, disons, en faction à ce niveau, Herman Parfait à Niambossou, et qui disparaissent comme ça. Est-ce qu'on doit craindre du fait que, bon, à ce niveau-là, il n'y avait pas une sécurité véritablement très renforcée, alors qu'on sait qu'au
au Burkina Faso voisin, il y a des attaques terroristes qui sont perpétrées à tout bout de champ. Est-ce qu'on peut déjà crier, c'est pas à un échec de la police pour retrouver ces assaillants? Non, parce que c'est vrai que c'est la première fois que le Bénin est confronté à une telle agression. Je ne parlerai pas d'attaque parce que selon le communiqué de la police républicaine, il s'agirait d'une demi-douzaine d'individus qui auraient échangé des tirs avec les policiers avant de mettre feu à cette cabane de fortune qui sert de poste de contrôle. Je pense qu'une fois que la battue sera organisée et qu'avec le renfort qu'on nous a annoncé et qu'on va parvenir finalement à mettre la main sur des éléments, soit. Mais il faut également compter avec la collaboration de la population parce que ceux-là qui sont portés disparus aujourd'hui ont forcément des gens, des parents qui sont appuyés au sein de la population et qui devraient pouvoir renseigner la police sur leur cachette, le lieu de cachette et tout parce qu'ils ne surgissent pas de nulle part pour agir. C'est vrai qu'on nous a dit que c'est une zone frontalière. Ils peuvent traverser la frontière et venir. Mais dans tous les cas, je compte sur une collaboration de la police et la population pour qu'on mette la main sur ces éléments à très vite. En attendant la collaboration de la police et de la population, c'est qu'il y a eu un policier qui est mort calciné, c'est qu'il y a eu un blessé qui se retrouve à l'hôpital en ce moment, c'est qu'il y a eu également cette habitation, en tout cas ce poste de contrôle de fortune qui est érigé et qui est complètement brûlé, calciné. Alors, il fut un moment, c'était dans la zone de la Pandjari où on a parlé de disparition de touristes. Maintenant, qu'on parle d'attaque de braconniers, est-ce à dire que cette zone-là est une zone qui véritablement doit forcément faire peur désormais, André Dossard? Je crois qu'il faut être prudent dans la manipulation de cette information. On a lu sur les réseaux sociaux qu'il s'agirait de djihadistes. Je crois que les informations officielles qui nous parviennent font état d'un groupe de braconniers. Voilà. Et d'ailleurs, compte tenu des antécédents à ce niveau-là. On retiendra en fait qu'effectivement, il y a eu attaque et que des fonctionnaires de police ont été victimes, donc, si on parle de morts calcinées, et que surtout se préoccuper de la qualité de la sécurité offerte à ce niveau à nos citoyens. Nous savons que ce sont des zones extrêmement sensibles. Et je ne pense pas, et je ne souhaiterais pas d'ailleurs qu'il s'agisse d'attaques de djihadistes, mais le précédent de la Pandjari devrait, de mon point de vue, aller au-delà de la Pandjari, désormais fortement sécurisée, mais l'étendre à l'ensemble de ces différentes régions de notre pays qui sont souvent le théâtre de ces genres d'attaques. Parce qu'on parle de pouce avancé, qui doit être le tout dernier du Bénin, avant le territoire voisin burkinabé, mais qui est construit en matériaux précaires, en matériaux sommaires. Le communiqué est assez clair là-dessus, le communiqué de la police nationale. Je crois qu'il y a un travail à faire. C'est-à-dire, nous allons pouvoir entendre ce matin M. Baglo qui est responsable, en tout cas, il a la gestion de cette unité spéciale de la police républicaine, les USF, je crois, unité spéciale de surveillance des frontières, et qui, me semble-t-il, normalement, les éléments des victimes devraient faire partie, me semble, de cette unité. Ils pourront nous dire quelles sont les nouvelles mesures prises pour davantage rassurer les populations béninoises qui sont dans ces différents endroits-là. Et aujourd'hui, pour qu'on assiste, on déplore cette situation. Toujours est-il qu'on nous parle, d'ailleurs, les calibres, les munitions retrouvées sur les lieux sont de nature à nous montrer qu'il s'agirait plutôt de braconniers et non des djihadistes. Une chose est sûre, c'est que la sécurité a été perturbée à ce niveau-là. Que ce soit les auteurs, la nature, le profil des auteurs, c'est que nous sommes interpellés. Alors, nous sommes véritablement interpellés avec la sécurité qui est mise à rude épreuve à ce niveau. Moïse Dossoumo, doit-on parler de fragilité en matière de contrôle de nos frontières? Bon, ce serait peut-être un peu trop parti que d'affirmer cela. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas la qualité des agresseurs, mais c'est l'acte qui a été perpétré. C'est le courage qu'on a eu pour en arriver jusque-là. Parce qu'ils sont venus au fait pour détruire. Et ils ont fait ce pourquoi ils sont arrivés. Mais ce qui m'inquiète, moi, on dit que c'est le dernier poste avant notre pays voisin qui était une des terroristes. On dit que le parc Bourbe est à proximité. Ça devrait mettre la puce à l'oreille de nos autorités pour qu'elles puissent anticiper sur ce genre d'attaque. C'est-à-dire construire au moins un poste en matériaux définitifs, que les hommes qui soient là soient vraiment bien formés et qu'ils soient surtout bien équipés. Moi, j'ai du mal à comprendre qu'il y ait 4 flics postés quelque part en pleine nuit et qu'il n'ait pas suffisamment d'armes peut-être pour riposter à une attaque de 6 hommes. Moi, ça me pose un problème. Où est-ce qu'ils ont été formés? De quelle formation continue ont-ils bénéficié? Quelles sont les armes dont ils disposaient pour faire face à ce genre d'attaque-là? Parce qu'il me semble que l'attaque a été tellement facile qu'en un laps de temps, les agresseurs ont raison d'eux.
Alors je me demande, à des postes aussi sensibles, quels sont les éléments qu'on envoie et quels sont les moyens qu'on met à la disposition et dans quelles conditions ils travaillent. Quand on voit un peu les images, on se rend compte que c'est une zone vraiment déserte. Alors la rigueur du climat à ce niveau-là, à certains moments de l'année, je pense que ces agents-là effectuent leur mission. Comment est-ce qu'ils sont protégés, même contre les animaux sauvages? Il y a toute une série de questions que je me pose quand je vois les images et quand je vois la terreur qui a eu lieu au cours de cette nuit. Je me dis qu'on aurait pu anticiper compte tenu de l'endroit et faire en sorte que cela n'arrive pas. Oui, on a manqué d'anticiper. Non, mais c'est clair qu'on a manqué d'anticiper parce que oui, ça fait, Moïse, la précision, si ces attaquants, mais ces assaillants, pour les appeler ainsi, et je crois qu'au niveau des forces de sécurité présentes, il n'y en avait pas aussi autant. Mais même au-delà, s'il n'y en avait pas autant, il y a quand même qu'on pouvait avoir des moyens qui permettent de dissuader et donc de pouvoir faire face à ceux-là qui sont venus avec quand même, je dirais, en termes de qualité et d'armes utilisées. On parle de machettes, on parle de fusils. Oui. C'est disproportionnel, mais pourtant, si on veut parler, je dirais, de qui c'est qui, ça n'est sorti vainqueur, je dis les choses comme ça en griffe, mais ce sont les assaillants qui sont les braconniers ou les assaillants qui... Non, mais il faut voir également l'heure à laquelle ils ont fait irruption, l'heure à laquelle ils ont attaqué, c'est autour de 2h du matin. Ça fait partie des petits éléments qu'on met à disposition des forces de sécurité. Moi, je ne suis pas une force de sécurité, mais l'anticipation, la réaction, tout ça, c'est prévu dans la formation. Et donc, je suis d'accord avec Moïse, quand Moïse commence par... Il doute, ça pose un problème, comme se mettre à douter de la qualité de la formation mise à disposition de notre. Mais toujours est-il qu'à l'arrivée, c'est que le flic aujourd'hui décédé est mort, calciné. Ça veut dire là aussi qu'il y a un véritable problème. Qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'il meure calciné dans le machin? C'est carrément pas... André parlait même de matériaux. Non, ça n'a même rien de précaire. On a mis ensemble, je dirais, 4 ou 5 piquets. On a relevé juste une hauteur et puis c'est terminé. On a mis les messieurs là pendant tout le temps. Ils ont été qu'on fasse, je dirais. Donc, je crois que la première républicaine a pondu un communiqué, d'accord, mais elle doit pouvoir se remettre en cause. Je parle des responsables premiers de cette maison. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'on soit arrivé là et qu'il n'y ait pas eu jusqu'à présent, je dirais, des pistes même pour nous dire, entre hier, parce que c'est une question de avant hier et hier matin, jusqu'à l'heure où nous parlons, il n'y a même pas qu'on nous ait rapporté qu'on a des pistes, il n'y a rien du tout. Ça pose un véritable problème. Et c'est dans une zone frontalière. Vous voulez qu'on nous rapporte qu'on a des pistes? Ah non, c'est dans une zone... La réaction n'est pas dans le communiqué. Le communiqué, peut-être, c'est pour calmer les choses. Je suis d'accord, ça s'est passé. Mais au-delà, c'est qu'on doit pouvoir nous dire aujourd'hui que oui, on a lancé, je dirais, la battue contre ces messieurs et que tout au moins, mais attendez, si on dit qu'ils sont déjà rentrés dans le Burkina Faso, ça veut dire qu'on a des raisons de nous inquiéter de notre présence au niveau de ces zones frontalières-là. Alors, la collaboration entre le Burkina Faso et le Bénin en matière de sécurité, ça c'est un autre sujet. Une mission des hommes et des moyens. Est-ce à dire qu'à ce niveau, au niveau de nos postes frontaliers beaucoup plus stratégiques, un peu comme Kérémou, on n'a pas mis les moyens qu'il faut à la disposition des flics, les moyens de renseignement, le matériel lourd également pour riposter en cas d'attaque et bien d'autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous en sommes là à parler de cette situation déplorable. On aura peut-être glosé sur la qualité de la formation. Je crois que le problème ne se pose pas en ces thèmes-là. Il est question de la qualité, c'est-à-dire les moyens que nous mettons en œuvre pour protéger notre territoire, notamment lorsque nous savons qu'il y a certains voisins qui sont en proie à ces attaques de djihadistes. Et donc, ça veut dire qu'on doit pouvoir se renforcer et prévenir, anticiper, pour s'avancer. Dans un territoire aussi délicat, mais abrité dans des huttes, je crois que c'est là où se pose le problème. Ce pays a quand même une unité chargée de surveiller les frontières. Alors, si c'est le cas, si c'est pour abriter les éléments dans des taudis, comme on a pu le voir sur ces images-là, alors il faut remettre en cause la BGF et tout ce qu'elle compose. Je crois, moi, c'est ce qui me préoccupe. Maintenant, quand je parle de qualité de sécurité, est-ce que c'est des agents, de simples agents, des lampistes qu'il faut mettre à Mekrou Djim qui est juste le Burkina Faso, qui est au niveau du PAC W? Je ne pense pas. Il faut une certaine élite de la police nationale. Des gens pareils à toute épreuve. Vous voyez, ils ont été, me semble-t-il, il y a eu un effet de surprise dans l'attaque qui a été perpétrée. Apparemment, les éléments, on a déjà rangé les armes, etc. Et puis, se seraient déjà couchés et assoupis correctement quand les malveillants sont intervenus. Je crois qu'il faut qu'il y ait un débat à ce niveau. Au-delà du communiqué sorti par la police républicaine, il faut que les bonnes questions soient posées et que les mesures soient prises pour qu'on lui assiste à un opération. Il peut y avoir d'autres attaques à l'image de ce qui s'est passé
passé aujourd'hui. Et que l'on aille voir concrètement qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour sécuriser nos frontières. Parce que c'est bien les discours dans les bureaux à Cotonou, mais sur le terrain, les actes concrets, je crois que c'est plus utile. Oui, c'est bon d'envoyer des éléments sur le terrain, encore qu'il faut permettre à ces éléments de mieux maîtriser le terrain. Lorsqu'on parle du parc Douvé, qu'il y a eu ce genre d'attaque, est-ce que les éléments sont formés à savoir retrouver la piste des assaillants, par exemple? Non, je pense que cela va de soi. Forcément, ça doit figurer dans leur module de formation lorsqu'ils étaient en situation d'apprentissage, nécessairement. Mais moi, ce qui m'inquiète, quand on a des flics qui sont postés à des endroits donnés, d'abord, quand vous faites la garde, quand vous surveillez un endroit, quel que soit l'heure, vous ne dormez pas. Ça, c'est fondamental. Mais s'ils ne sont pas nombreux, même si c'est un seul, ils sont peut-être 3, 4. Du moment où vous êtes là pour assurer la garde, pour assurer la sécurité, vous ne dormez pas. La preuve, ils sont 4. Et si même le sommeil vient les emporter, deux peuvent monter la garde et deux peuvent dormir. Et dès qu'il y a un souci, on réveille les deux puis ils réagissent. Mais quand on dit que des gens sont venus avec des armes non conventionnelles, des armes à cailles, et qu'il y a une raison de 4 éléments jusqu'à brûler un et à blesser grièvement un autre, je me pose des questions et j'insiste sur la qualité de la formation et sur les moyens qu'on a mis à leur disposition pour réagir. Parce que le poste auquel ils servaient, c'est un poste éminemment sensible. Il y a un parc animalier juste à côté. Il y a une frontière d'un pays qui a une idée terroriste juste à côté. Et qu'est-ce qu'on a fait pour protéger ces éléments-là de ces attaques-là? On sait qu'à tout moment, ça peut survenir. Et l'ennemi qui vient attaquer, surveille, voir l'heure où vous êtes le plus vulnérable pour venir. Donc ces éléments formés devraient savoir ça et anticiper. Donc quand on met tout ça dans le plan, forcément, il y a plusieurs raisons. On se demande, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'on en arrive là? Et je me demande s'il y avait des gens super équipés qui étaient venus. Donc c'est un vrai carnage. Justement, c'est là les vraies questions qu'il faut se poser. Oui, sur la question, je vais me retenir de me prononcer sur la qualité des éléments qui assurent la sécurité là, parce qu'on n'a pas encore vu les assaillants pour savoir s'ils ont été parmi eux également blessés. D'accord? C'est peut-être ils ont réussi à s'enfuir. Ils ont réussi à s'enfuir, mais il pourrait y avoir parmi eux des blessés. On n'a pas encore des éléments. D'accord? On attend peut-être que la police organise la battue et on en dit que les éléments sont renforcés aujourd'hui. Mais toujours est-il que c'est un poste stratégique qu'on nous a dit. Et à ce poste stratégique-là, vous savez, quand vous avez jamais vécu une expérience de votre vie, vous pouvez être surpris. Vous avez beau avoir toute la formation de ce monde. Il n'y a pas de surprise dans l'armée. L'armée, on se prépare. Il peut y avoir des surprises. Surtout que nous avons affaire, on ne sait pas encore si des braconniers, si c'est des éléments djihadistes. C'est vrai que nous, des réseaux sociaux, ça s'alimente un peu de part et d'autre. Mais toujours est-il que pour ma part, une fois que la police a pris la mesure de la situation, il revient maintenant de prendre des éléments, de mettre tout ce qu'il faut pour renforcer la sécurité, comme André l'a dit. Mettre sur place là un poste assez bien construit pour que les éléments soient bien équipés. C'est vrai que quand c'est une cabane qui est érigée, lorsque c'est une cabane qui est érigée, ça ne fera pas peur. C'est la cabane, c'est la preuve de la qualité de ce qu'on a mis à disposition. Parce que là, on ne peut pas comprendre que, eh bien, on est suffisamment équipé les éléments à ce lieu, à ce poste d'avance, exactement, et que ce soit dans une cabane qui s'ouvre. C'est déjà l'élément suffisant qui nous amène à dire qu'il y a de la négligence à un moment donné au niveau. C'est un poste avancé, Christian. Et quand on parle de poste avancé, André a bien fait de vos propos de développement, on ne peut pas nous dire que c'est un matériau précaire et bien que les éléments, je dirais, sont logés. C'est pas possible. Si c'est des matériaux précaires, souffrez déjà que si on veut remonter pour savoir c'est quoi la qualité de quoi est-ce qu'on a mis à leur disposition, qu'on commence à mettre les choses entre parenthèses. Oui, Eman pose des gants. Même si les assaillants, les braconniers, même si dans leur fuite, ils se retrouvent être blessés, c'est que nous déplorons le décès d'un flic. Oui. C'est déjà suffisant. On ne sait pas ce qu'ils seront. Exactement, c'est déjà suffisant qu'on n'ait même pas apporté du gant pour dire qu'à un moment donné, il y a eu mal donné. Moi, je ne porte pas des gants pour dire qu'il y a eu mal donné à un moment donné. Et ça, il va falloir qu'on puisse le dire avec la dernière rigueur, afin que s'il y en a encore suffisamment de ce type de postes avancés, que les forces de sécurité, à travers leurs supérieurs hiérarchiques, qui puissent, je dirais, apporter des solutions. On n'est pas dans la réaction. On n'aurait même pas souhaité que nos forces de l'ordre soient dans la réaction. Non, aujourd'hui, nous sommes dans la réaction, pendant que, eh bien, on pleure un décès. C'est quoi le sens de l'anticipation? C'est l'élément premier, je crois, dans un module de formation pour les forces de défense et de sécurité. Voilà, de ce contrôle ou de ces contrôles migratoires au niveau de nos frontières, on va en parler tout à l'heure avec la surveillance qui est remise en question. Marcel Baglo est directeur général de l'ABJF. Son agence est donc chargée de surveiller les frontières. Il nous dira ce qu'il en est. Vous restez avec nous, vous restez en plateau, on va aborder ce sujet. Je rapporte ces propos, la drogue circule
circulent. Elles circulent sous forme de pilules, elles circulent sous forme de bonbons, de gâteaux, de jus de fruits. Elle est cachée dans des jus de bissap. Elle est distribuée par des personnes étrangères à l'école, mais aussi par des élèves. Lorsque vous entendez ces phrases sur notre école et que ça vient des autorités, qu'est-ce que cela vous inspire, Herman Parfait, à Niamboussou? Des autorités au plus haut niveau, le ministre de la Santé, le ministre de l'Enseignement secondaire et puis le procureur de la République de première instance de Cotonou. C'est vrai que l'école béninoise d'aujourd'hui est souillée par cette information. C'est aussi vrai que le phénomène n'est pas si nouveau que cela, sauf que ça prend des proportions inquiétantes, sauf que ça prend des allures qui aujourd'hui en fait, ne permettent plus de faire un contrôle, parce qu'avant, quand les élèves pouvaient sortir ou les gens pouvaient aller se procurer directement le cannabis, aujourd'hui on met ça dans du bissap, on met ça dans des biscuits, on met ça dans beaucoup d'autres choses, dans des éléments pour tromper un peu la vigilance. Je pense que une fois qu'on a découvert le pot de rose, les mesures qui ont été prises sont déjà annonciatrices de ce que sera le combat sur le terrain. Pour ma part, c'est qu'il faut laisser la police jouer son rôle et faire vraiment la bataille pour que notre école soit dépouillée de cette pratique. Ce matin déjà, vous avez caricaturé la situation dans votre chronique, Moïse Dosoumou. C'est inquiétant. Non, c'est très inquiétant. C'est la preuve même que les plus jeunes ne sont pas en sécurité à l'école. Vous avez beau éduquer votre enfant à la maison, qui est sage, studieux et tout le reste. Il y a une mauvaise fréquentation à côté de lui à l'école, il peut très vite dévier. Et si vous n'ouvrez pas les yeux assez tôt, vous ne les rouvrez que très tard quand les dégâts sont déjà là. Moi, je crains beaucoup pour les plus jeunes, quand vous les voyez même dans certains comportements à la sortie des cours, bien lors des activités sportives, vous vous demandez mais qu'est-ce qui ne va pas, sans forcément lier ça à ce genre de substance. C'est que ça craint vraiment, et je pense que les autorités font bien d'intégrer cette donne au niveau des promoteurs d'établissement, jusqu'à les menacer du retrait d'agrément. C'est que la situation est très grave. Et vous voyez même les procédés par lesquels ces trafiquants passent pour appâter les plus jeunes. C'est des repas qu'on consomme tous les jours auxquels personne ne prête attention. Justement. Donc je pense qu'il faut veiller au grain et démanteler tous ces réseaux-là. Mais l'autre également, les parents qui sont d'un certain rang social un peu aisé et qui, pour gâter leurs enfants, leur donnent peut-être plus qu'il en faut dans les poches. Forcément, l'argent va dans ces coins-là. Parce que celui qui fait le trafic est à la recherche de celui qui a les ressources pour pouvoir acheter son produit. Et forcément, ces enfants-là, dits de riches ou bien de personnes aisées, sont des cibles privilégiées. C'est eux qui ont les ressources pour sortir l'argent, acheter ces choses-là, et peut-être les mettre à disposition des autres. Bien, c'est les autres moins nantis qui les incitent à débourser parce qu'ils ont l'argent. Donc, l'un dans l'autre, il faut faire très attention, et à la maison, et à l'école, pour éviter que les enfants se retrouvent dans cet engrenage-là. Oui, Akime Sedou, c'est dit. Non, mais ça fait froid au dos que de savoir que ça se consomme en bissap, ça se consomme en... J'ai jamais su que c'était quand même possible qu'on en arrive là. Et c'est pour ça qu'on doit véritablement s'en inquiéter. Et c'est la preuve, ce sont ces éléments qui viennent me rassurer de ce que, eh bien, quand on s'interroge sur le comportement de certains de nos jeunes frères, de nos enfants au sortir des classes, il n'y a que des raisons qui sont quelque part cachées et qui aujourd'hui ont été mises à nu. Vous les voyez en train de circuler avec leur moto, vous vous demandez si véritablement ils ont conscience de ce que c'est sur du goudron ils sont en train de rouler. Il y a bien d'éléments, bien de comportements qu'ils ont et qui inquiètent. Maintenant que, eh bien, on a mis la puce à l'oreille des parents, qui de manière ou d'une autre le savent, c'est des petits riens. Moïse a bien fait de caricaturer pour dire que oui, c'est parfois les enfants, c'est même pas parfois, c'est pour la plupart du temps, ce sont les enfants des parents nantis qui n'ont peut-être pas le temps de s'en occuper, ils doivent aller au boulot très tôt le matin, ils sont en mission 5 jours sur 7, 8 jours sur... Y compris l'éducation des enfants, disons, au majordome ou bien même à la pas seulement. domestique, Qu'est-ce que le majordome peut contre ces enfants-là? Les enfants qui, peut-être le majordome, lui, il est peut-être à 50 francs par mois. Et l'enfant, juste pour ça, son argent de poche, il est à 20 ou bien 25 francs dans la journée. Le majordome, il ne peut que constater les dégâts. Et parfois, même, ils sont sous ces majordomes-là. Les enfants arrivent même à les corrompre. C'est vite fait. C'est en 2 temps, 2 mouvements. Et donc, du coup, c'est sûr à quoi nous assistons. Franchement, je crois qu'il va falloir que la situation soit... Qu'est-ce qui peut bien pousser ces trafiquants à s'intéresser aux élèves dans les écoles? Je crois, vous savez, même quand le majordome ou la domestique sont bien payés, ils ont également le souci de préserver leur emploi. Donc, il leur sera difficile. Il y a un laisser-aller des enfants. Voilà, de dénoncer un tel comportement chez un enfant. Je crois que, vous voyez, c'est tellement grave ce qui se passe. Lorsque vous donnez du bissap enrichi ou du adoyo enrichi voilà, aux enfants, c'est pour créer le marché. Parce que lorsque l'enfant a goûté à ça et que peut-être, bon, sous l'effet, il va trouver que ce bissap-là est le bon, il n'ira plus chez l'autre vendeur et du coup, il devient
un consommateur. Et je crois qu'il faut effectivement rapidement prendre des mesures pour assainir nos écoles. C'est vrai que, bon, les cibles, vous savez, les enfants de pauvres, ils n'ont pas de quoi acheter Bissap, hein, c'est très rare. Et c'est effectivement parmi les enfants dont les parents sont aisés. Ça interpelle les parents sur le rôle important, indispensable que les parents doivent jouer dans l'encadrement de leurs enfants. Il ne suffit pas d'inscrire ton enfant dans l'école la plus prestigieuse de la place et penser que, bon, que le travail est fini. Il faut encadrer les enfants, les surveiller, les suivre, voir un peu quel est leur état parfois à leur retour de classe. C'est très important. Et je crois que c'est déjà bien qu'on a mis ça. Et puis il y a ces petits riens-là qui, mis bout à bout, peuvent créer la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Même si ce n'est pas pour le fait de la mauvaise publicité, pas du tout. Mais quand je vois comment est-ce que ces enfants-là, dans ces écoles prestigieuses, sont habillés, moi, ça me posait un problème. Oui. Je crois que tout ça commence... fait quoi leur habillement? Je vous donne c'est des uniformes, non? De quoi? Non, pas du tout. Et toutes les écoles prestigieuses ne sont pas en uniforme. Elles s'habillent comme elles veulent. L'enfant se lève, peut même se taper, je dirais, son jean déchiré. Il va à l'école, on ne lui empêche pas. Il y en a sur le territoire national. Je ne vais pas en citer. Mais ça aussi, ça l'aide de rien. Mais c'est quand vous allez à l'école, importer des Donc, ne demandez pas à ce que ces enfants-là ne puissent pas se retrouver à prendre du Bissap, je dirais, bien préparé à propos. Et que bon, on finisse par découvrir le poteau rouge. Je crois que c'est des éléments qu'il faut forcément commencer par régler, mettre l'accent sur le code vestimentaire, mettre l'accent, je dirais, sur la surveillance de ces élèves-là. Parce que je crois que même les surveillants aussi ne sont plus en nombre suffisant pour régler ces petites questions-là. Ils sont débordés. Je crois qu'il va falloir aussi mettre l'interventionnisme des parents par moment également. Dans les Républiques, en son temps, on parlait de maître au père. Il n'y en a plus. C'est le seul surveillant qui a avec lui près de 1000 élèves. Il n'y a plus quelqu'un qui vient être maître au père maintenant. C'est fini. Il y a une vocation à la matière. Non, on l'a connu quand on était sur les bancs à l'école. Voilà, merci beaucoup Moïse Dosoumou. Hakimi Seydou, vous allez nous revenir tout à l'heure dans le journal des sports. On parlera basketball, précisément de la Super League. Il s'agit du championnat national de première division qu'on avait annoncé, c'était ici il y a pratiquement 2 semaines. Alors retenez simplement que tout a bien démarré hier à Cotonou et puis à Porto-Novo. Et comme vous pouvez vous en douter bien, il y a les Cadors qui sont en train de s'imposer. En deuxième acte, on parlera football avec la rencontre en retard de la Vitalor Ligue 1. Qui était en compétition africaine, jouait donc ce week-end contre Beke de Bimbirike. À l'arrivée, c'est bien Esaü Christian qui s'est imposé par le score d'1-0 et se repositionne deuxième au niveau donc de la Vitalor Ligue 1. Il y a encore 2 rencontres en retard à disputer par Esaü. Et ce soir, à 21h, on aura Marcel Dandinou, gardien de but et capitaine d'Esaü, comme invité du grand format du Canal Sport. Ce sera ce soir à 21h. J'aime bien le journal des sports sur Actu Matin les lundis. Ça nous permet de vivre un peu l'actualité sportive sur nos stades. André Dossa, Herman Anyambossou, vous restez en place. Nous observons la courte pause. En retour plateau, ce sera avec nos invités. De la ville de Baragou, Loft Resort Hotel, un bel espace très relaxant. Découvrez nos chambres aux standines, espacées avec confort et luxe. Notre salle de conférence avec secrétariat et hall d'atelier. Notre restaurant et nos lieux de détente d'exception pour un séjour en grand. À Loft Resort Hotel, profitez de notre service traiteur et de notre parking grande capacité. Loft Resort Hotel, Baragou, quartier Arafat, 150 mètres de l'université. Réservation au 23 61 36 20 67 39 51 51. Loft Resort Hotel, votre satisfaction, notre plus belle récompense. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie.
LBN, le carrefour des grandes marques. Et voilà, premier invité en ligne, nous allons parler politique comme je vous l'avais annoncé. On va parler des forces Corée pour un Bénin émergent. Et en ligne depuis le Septentrion, vous êtes avec nous, Théophile Yarou. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le premier secrétaire exécutif national des forces Corée pour un Bénin émergent. Vous étiez dans le week-end au contact de vos militants, des militants FCBE dans le Borgou. À l'étape de Kalalé, les autorités locales se seraient opposées à la tenue d'une réunion. Quelle était la raison? Eh bien, nous avons voulu nous réunir à Kalalé pour faire le point de la constitution des dossiers de candidature. Mais il faut dire que malheureusement, nous n'avions pas fait une demande de réunion officielle au niveau de la mairie de Kalalé. Mais nous nous sommes dit auparavant que, étant donné que le lieu de notre rencontre relevait donc du domaine privé des individus, en tout cas d'un homme d'affaires de Kalalé, nous n'avions pas pensé que cette réunion pouvait être interdite par la mairie de Kalalé. D'accord. Je vous rappelle que je suis en studio avec André Dossa et Amanda Diamboussou. Peut-être qu'ils auront des questions pour vous. Alors, vous êtes en tournée, c'est donc pour aller au contact de vos militants. Mais nous apprenons que votre parti se prépare à tenir un congrès ce jour. Qu'en est-il? Non, il ne s'agit pas d'un congrès. Notre parti vous savez qu'à traversé une crise. Et nous avons mis en place, sous l'égide du président Boniaï, un comité de réconciliation. Oui. Et le comité de réconciliation a décidé d'aller directement à la préparation des élections communales et de projeter la tenue d'un congrès 2 semaines après l'installation des nouveaux conseils communaux. Oui. Alors, suite à cela, nous avons tenu une réunion du bureau politique qui a entériné cette décision. C'était jeudi également tenu, c'est-à-dire la décision donc du comité de réconciliation, c'est parce que c'est à ce prix que nous avons eu la réconciliation. Et donc, également, nous avons tenu le jeudi dernier une réunion du bureau exécutif national. Et le bureau exécutif national a également entériné cette décision de ne organiser le congrès qu'après l'installation des conseils communaux. Alors, ce qui va se passer, ou ce dont vous parlez là, concerne certainement une réunion informelle convoquée par le président d'honneur. Je crois, d'après ce que j'ai appris, c'est pour présenter les vœux, mais pas un congrès. D'ailleurs, personne ne peut convoquer le conseil national ni le congrès sans passer par le bureau exécutif national. Monsieur Yarou, avez-vous échangé avec le président d'honneur pour connaître les réels mobiles de cette activité qui était annoncée pour aujourd'hui? Je n'ai pas échangé avec le président d'honneur, mais le message qu'il m'a fait envoyer par ses enfants, c'est qu'il invite les secrétaires exécutifs communaux à son domicile pour une présentation de vœux. Et il voudrait bien les rencontrer après son retour donc, de soins. Donc, il peut pas. Le congrès ne peut pas convoqué par le président d'honneur. Le président d'honneur ne peut pas convoquer un congrès. Et les secrétaires exécutifs ne constituent pas les instances du parti qui peuvent participer uniquement à un congrès. Donc, le congrès est bien, les participants au congrès sont bien définis par nos textes. Donc, les textes du parti permettent-ils au président d'honneur de convoquer des responsables à la base du parti pour une cérémonie de présentation de vœux, sans passer par le bureau, le secrétaire exécutif? Non, ça c'est des anomalies, c'est pas possible. En principe, même la courtoisie voudrait bien que le président d'honneur demande au secrétaire exécutif national de convoquer les secrétaires exécutifs communaux. Mais je crois que, vous savez bien, notre président d'honneur, c'est quelqu'un qui aime être directement au contact donc, de la base. Il les a peut-être invités comme ça, pensant peut-être que... Bon, c'est pourquoi je dis que ce n'est pas dans le cadre du fonctionnement normal du parti.
il peut aller directement au contact des militants à la base, mais si c'est pour tenir une réunion formelle, si c'est pour tenir un congrès, il ne peut pas le faire sans passer par le secrétaire exécutif national. Théophile Yarou, on a appris que vendredi dernier, les coordonnateurs de circonscription ont échangé avec le président Boni-Yayi, et c'est à la suite de ces échanges qu'il y a ce communiqué qui a circulé sur les réseaux sociaux. Et pour les coordonnateurs, sans le congrès, eh bien, il n'y aura pas de confiance au sein des forces Kouri pour un Bénin émergent avant les élections prochaines. Non. Mais dans la foulée, il y a ce communiqué de Paul Rumpé qui dément toute invitation à un congrès. Non, je pense que c'est une plaisanterie de mauvais goût, ça. Non, les coordonnateurs de circonscription ont été invités dans la même forme que ceux... Invités aujourd'hui. Alors, ceux invités aujourd'hui. Juste, on leur a dit, venez, ça fait longtemps que je vous ai vu, venez me présenter les vœux. Bon, mais ensuite, nous avons vu ce communiqué, et même ceux qui ont participé à cette réunion ont été surpris de ce communiqué. Bon, c'est pourquoi pour moi c'était que des intoxications. Ce n'était pas... En plus de ça, c'est qu'il y avait autour de lui, je crois, 11 coordonnateurs de circonscription électorale sur 24. Et 11 coordonnateurs de circonscription électorale ne peuvent pas demander la tenue d'un congrès, ne peuvent venir l'exiger. C'est-à-dire, là où on peut exiger ce genre de choses, c'est au bureau de l'exécutif national. Or, la veille, le bureau national a dit, pas de congrès avant les élections. Donc, c'est tout. Monsieur Théophile Yarou, Herman Niagoso. Oui. Alors, le président d'honneur convoque une réunion informelle. Le secrétaire exécutif national qui se fend d'un communiqué et qui dit que ce n'est pas un congrès. Est-ce que finalement, travail a fait peur aux membres du bureau exécutif national de FCBE? Non, bon, vous savez, comme je viens de vous dire, le président d'honneur peut inviter n'importe qui peut-être au sein du parti, mais ça ne peut pas être une réunion formelle. C'est-à-dire, à titre informel et personnel, il peut inviter n'importe qui chez lui pour lui faire des présentations de vœux, etc. Mais c'est pour ça que le secrétaire exécutif national a clarifié. D'abord, le communiqué qui les a invités n'était pas un communiqué qui a été signé. Donc, par conséquent, le secrétaire exécutif national s'est senti dans l'obligation donc de clarifier et de s'étonner d'abord de ce communiqué. Donc, c'est pour ça qu'il a pris ces mesures pour dire, écoutez, nous n'avons eu aucune information sur une quelconque réunion qui va se tenir à notre siège. Par conséquent, nous considérons que c'est un non-lieu. Oui, mais s'il y a pas mal d'hommes, oui. Pourquoi est-ce qu'il y a un communiqué de Paul Rumpé? Non, mais c'est parce qu'il y a eu un communiqué non signé. On ne peut donc pas savoir qui a pu convoquer ce secrétaire exécutif communal. Alors donc, le premier responsable du parti est obligé donc de faire un autre communiqué pour dire non, je ne suis pas auteur de ce communiqué, je ne sais pas d'où ça vient, et bien par conséquent, certainement que c'est une intoxication, un fait unique. Monsieur Yarou, est-ce que vous redoutez un coup de Boni-Yayi qui semble reprocher au secrétaire exécutif national des pouvoirs exorbitants en matière surtout de convocation des organes du parti? Est-ce que vous redoutez un coup de Boni-Yayi? Non, le président, non, moi je ne redoute pas ça. De toute façon, le président d'honneur n'a pas le pouvoir de convoquer un congrès, donc il ne peut qu'agir à travers les instances du parti. S'il a certainement une idée qu'il veut faire passer, il est obligé de la faire passer dans le cadre du bureau exécutif national. Si le bureau n'a pas retenu ou n'est pas allé dans le sens du président d'honneur, eh bien, il est bien obligé donc de s'adapter aux décisions du bureau exécutif national. Donc, un coup, ce n'est même pas possible. Comme je vous le dis, bon, vous savez, je ne sais pas, hein, le président d'honneur n'a pas de problème avec le secrétaire exécutif national. Nous avons déjà obtenu la réconciliation autour de lui, donc je ne crois pas qu'il puisse être capable lui-même de remettre en cause cette réconciliation. Donc ça ne lui ressemble pas du tout, je ne crois pas que ce soit possible. Est-ce que vous serez présent, Théophile Yarou, à cette réunion informelle de ce jour? Non, je ne serai pas présent dans la mesure où moi je lui ai déjà présenté les vœux, déjà même le 31 décembre. J'étais accompagné d'un certain nombre de collègues.
Et donc, certainement, c'est le tout. Il a voulu, comme je vous l'ai dit, c'est un homme de contact. C'est quelqu'un qui aime être en contact avec la base. Et il a voulu peut-être les inviter pour être en contact avec eux. Vu que le parti a décidé d'aller aux élections, peut-être c'est une occasion pour lui de les encourager et de les galvaniser un peu pour les élections qui viennent. Mais il ne peut pas, en aucun cas, les textes ne lui permettent d'organiser un congrès chez lui. Mais je rappelle que nous sommes 10 février. Est-ce que ça restera à Bouniaï de présenter les vœux un 10 février? On peut bien présenter les vœux à n'importe quel moment de l'année. Mais bon, écoutez, si depuis le début de l'année, il n'a pas pu entrer en contact avec certains militants du parti, et c'est son bonne droit donc de les inviter et de leur présenter les vœux. Je crois que ça ne nous pose aucun problème que le président rencontre les secrétaires exécutifs nationaux chez lui. Mais ce ne sera en aucun cas, cet instant ne peut décider de rien, ça ne peut pas influencer les décisions du bureau exécutif national. Avant de vous laisser partir, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs communiqués, hein, le communiqué des coordonnateurs de circonscription, le communiqué par la suite du secrétaire exécutif national. Et dans l'opinion, notamment dans le rang de vos militants, il y a certains qui estiment que c'est le pouvoir qui travaillerait à vous empêcher d'aller en congrès. Qu'est-ce que le pouvoir a à voir dans l'organisation du congrès au sein de notre parti? Le pouvoir n'a rien à voir. D'abord, je vous dis que les coordonnateurs de circonscription électorale n'ont fait aucun communiqué. Ils n'ont fait aucun communiqué. Et prenez ce communiqué, vous ne verrez pas le nom d'un coordonnateur de circonscription électorale. Donc, par conséquent, ce communiqué pour nous, c'est un tract. Alors, ensuite, les coordonnateurs de circonscription qui se sont réunis ne font pas la moitié des coordonnateurs au niveau du pays. Et il n'y a pas dans nos structures, au niveau des statuts, il n'y a aucune structure qui s'appelle le collectif des coordonnateurs de circonscription. Ça n'existe pas. De même qu'il n'existe un collectif donc, des secrétaires exécutifs communaux. Il y a que dans notre parti, nous avons 3 instances de décision majeures. C'est le Congrès, le Conseil national et le Bureau exécutif national. C'est les instances de décision, ça. Alors, en dehors de ces instances, aucune autre instance ne peut prendre une décision qui s'impose à l'ensemble du parti. Alors, le Bureau exécutif national a décidé de ne organiser le congrès qu'après l'installation des conseils communaux. Donc, par conséquent, c'est un débat qui est clos. Nous avons fini le processus de réconciliation avec l'autre aile. Le parti est aujourd'hui unifié. FCBE est un et indivisible. Et donc, je ne crois pas qu'aujourd'hui, une quelconque réunion puisse remettre en cause tout ce travail de plus d'un mois et demi. FCBE est indivisible, sauf qu'il y a des initiatives de présentation de vœux de leaders charismatiques qui tendent à perturber cette paix retrouvée que vous vantez, M. Yarou. Pour l'instant, moi, je ne crois pas que cette initiative du président d'honneur puisse perturber la paix retrouvée, parce que je viens de vous dire, inviter les secrétaires exécutifs communaux au domicile du péage ne constitue en rien une instance, ce n'est pas une instance du parti. Que valent les instances de FCBE sans Boniaï aujourd'hui, concrètement? Comment? Que valent ces instances que vous évoquez sans la personne de Boniaï? Non. Vous savez, la présidence d'honneur est une instance du parti, n'est-ce pas? Mais la présidence d'honneur n'est pas au-dessus du Congrès. Vous voyez? Donc, c'est une organisation qui est faite de manière à ce que le président d'honneur ne puisse intervenir que lorsque l'orientation, la ligne politique du parti est en jeu. Lorsque nous voulons changer la ligne politique du parti, eh bien, nous sommes obligés de requérir l'avis du président d'honneur. Mais au plan opérationnel, le président d'honneur n'intervient pas au plan opérationnel. Donc, c'est un peu le bureau exécutif qui est aidé par un bureau politique qui assure, disons, les tâches courantes. Donc, à partir de ce moment-là, le président d'honneur a bel et bien sa place et les statuts actuels prévoient que c'est le président Boniaï qui est le président d'honneur du parti FCBE. Et ce texte prévoit également que pour toutes les questions importantes, le président Boniaï doit être consulté
en tant que président d'honneur du parti. Donc, le parti est toujours là, et disons, en comptant bien sûr sur le président d'honneur, le parti est mieux structuré aujourd'hui et chacun est dans son rôle. Donc, c'est pourquoi je dis, le président d'honneur est toujours président d'honneur de notre parti et sur ce point, il n'y a aucun problème. Et lui-même, ainsi que l'ensemble de nos militants le savent bien. Et évidemment, il y a des gens qui font de l'intoxication pour faire croire que le président d'honneur n'est plus président d'honneur du parti, on lui a enlevé toutes ses attributions. Non, non, ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai dans la mesure où il est toujours président d'honneur, il a toujours son avis pour toutes les questions importantes touchant la vie du parti. Donc, à ce sujet, je crois que c'est des polémiques inutiles qui ne font que retarder peut-être le débat politique au sein du parti. Merci beaucoup, Théophile Yarou. Merci pour toutes ces explications. C'est moi qui vous remercie. Je voudrais profiter pour dire à nos militants de rester sereins. Je crois que le président peut galvaniser notre État de communaux. Il ne s'agira pas d'un congrès. De toute façon, ça ne peut en être autrement. Mais je leur demande de s'activer vraiment, activement, pour que nous puissions avoir les dossiers des candidats à temps et que le parti puisse déposer sa liste de candidature à la Sénat avant le délai établi par la. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Nous espérons qu'il aura compris vos militants. Bonne journée à vous, Théophile Yarou. Un autre appel dans un instant, ça sera depuis Materi. Là, il y a un cas, en tout cas, il y a une situation. On parle d'alcool frelaté qui serait vendu et qui tue les populations en silence. Sorikwa Sambieni est le maire de Materi. Nous allons le joindre juste après le 7 jours au Bénin. Le point de l'actualité hebdomadaire sur la 3, c'est dans 7 jours au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée. Une délégation de l'Assemblée parlementaire de la francophonie était au cabinet du chef de l'État mercredi dernier. Avec Patrice Talon, la mission a essentiellement discuté des événements relatifs aux dernières élections législatives, la santé de la démocratie béninoise et les réformes opérées par l'exécutif depuis 2016. Il s'agit en effet d'une mission d'information et de contact suite à l'exclusion des partis d'opposition aux élections législatives d'avril 2019 et qui a valu la mise sous alerte du Parlement béninois depuis juillet 2019. La mission avait pour objet, selon le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, de venir à Cotonou et à Porto Novo pour voir, entendre, écouter toutes les parties prenantes et se faire une opinion fondée sur les causes de la crise, mais également sur les actions et les initiatives prises dans le cadre du dialogue entre les acteurs politiques béninois. La rencontre avec le chef de l'État a permis à la mission d'être rassurée sur les engagements de parvenir à un climat politique apaisé et à des élections transparentes, inclusives et renforçant le pluralisme. Le Bénin a connu quelques difficultés dans son cheminement, dans son parcours politique normal. Nous avons fait des réformes au Bénin et puis on peut se réjouir de constater que quand on circule au Bénin aujourd'hui, du nord au sud, de l'est à l'ouest, on peut circuler librement, sans tracasserie, sans rançonnement. Et pendant ce temps, à Lobogo, un arrondissement de la commune de Bopa, dans le département du Mono, le parti Foscori pour un Bénin émergent a signé son grand retour sur l'échiquier politique national. Ceci à travers un meeting qui s'est déroulé avec pour chef de file Paul Hunkwe soutenu par Alassane Soumanou Djemba.
Cette rencontre a permis aux responsables du parti FCBE de situer les militants par rapport aux rumeurs qui ont prévalu jusque-là sur la participation ou non des Foscori pour un Bénin émergent aux prochaines élections communales, municipales et locales. Alassane Soumanou Djemba a profité de cette occasion pour expliquer aux militants le sens de la démarche qui a abouti à l'obtention du certificat de conformité qui a permis aujourd'hui au parti FCBE d'avoir une existence légale et donc de pouvoir prendre part aux prochaines compétitions électorales. Le récépissé n'est pas un certificat de décès, mais un certificat de vie. Quelques jours après la publication du classement du Programme des Nations Unies pour le développement sur l'indice de développement humain, le Bénin a tenu à justifier son rang. Faut-il le rappeler? Le Bénin est classé premier dans la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA et quatrième dans la zone CEDEAO. Une performance qui, selon l'exécutif, est la résultante des politiques publiques menées depuis 4 ans. Ces explications ont porté la voix du ministre d'État chargé du plan et du développement. Pour Abdoulaye Biachane, les politiques de développement bien orientées et les politiques sociales ont permis aux populations de commencer à recueillir une partie des dividendes de la croissance économique. Dans le secteur de l'eau par exemple, entre 2015 et 2019, le gouvernement a donné de l'eau potable à plus de 10% des populations béninoises. Pareil pour l'électricité. Pour les cantines scolaires, le gouvernement est passé d'1 milliard par an à plus de 12 milliards. Résultat, plus de 51% des enfants qui vont à l'école primaire ont accès à un repas chaud par jour, ce qui permet d'améliorer les résultats scolaires. Pour le ministre d'État chargé du plan et du développement, s'il y a une leçon importante à retenir, c'est qu'il faut garder le cap sur la politique macroéconomique, sur les politiques sectorielles et sur les politiques sociales. Cotonou a abrité la semaine dernière le 3e atelier de programme de maîtres formateurs sur l'analyse du renseignement et la gestion des risques au bénéfice des pays d'Afrique occidentale. Il s'agit d'une séance de renforcement des capacités de l'administration des douanes en vue de sa modernisation. C'est un programme de l'Agence japonaise de coopération internationale avec l'appui de l'Organisation mondiale des douanes. Présenté comme outil de coopération technique, le programme a pour objectif d'aider les administrations douanières à se moderniser et de respecter le principe de moins contrôler et mieux contrôler. Il s'agit de remplacer les contrôles systématiques par les contrôles ciblés. La cérémonie d'ouverture des travaux a été présidée par le représentant du ministre de l'économie et des finances en présence du directeur général des douanes et droits indirects. Il importe de rappeler que cette formation cadre parfaitement avec les ambitions de notre président, son Excellence, M. Patrice Athanase Guillaume Talon, qui, à travers le programme d'action Le Bénin révélé, a décidé de faire de l'administration des douanes béninoises l'une des plus modernes à l'horizon 2021. Le marché à bétail annoncé à Zé dans le département de l'Atlantique sera une réalité dans les tout prochains jours. Les travaux de construction ont été officiellement lancés mercredi par le ministre en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Et pour l'occasion, les caractéristiques et les avantages de l'ouvrage ont été présentés à l'assistance. Le marché que l'État se propose de construire à Zé, selon Gaston Dossoui, est un marché à caractère régional inspiré du modèle du marché à bétail de Gorgounou, avec une vingtaine d'infrastructures à installer. La bonne animation du marché va générer des ressources aux collectivités locales et créer des emplois aux jeunes. Il suffira simplement d'aller à l'école de Gorgounou, d'apprendre les méthodes, de maîtriser les outils de gestion. Le centre hospitalier universitaire d'Abomey-Calavi sera bientôt une réalité également.
Le gouvernement a mobilisé le financement nécessaire pour la concrétisation de cette formation sanitaire la plus complète de la sous-région. On parle de 116 milliards de francs CFA. Jeudi, le ministre de la Santé a procédé à la signature du contrat avec les entreprises en charge de la construction. La capacité de cette formation sanitaire est de 516 lits et disposera de services de pointe. Une des particularités majeures de cet hôpital, selon le ministre de la Santé, est la mise en place pour la première fois au Bénin d'un service de médecine nucléaire et de radiothérapie pour assurer une prise en charge optimale des cancers désormais au Bénin. Les entreprises en charge des travaux de construction de cet hôpital s'engagent à livrer l'ouvrage dans un délai de 36 mois. Et puis face à l'épidémie qui sévit actuellement en Chine et qui préoccupe la communauté internationale, l'ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin est sorti de son mutisme pour rassurer la population. Dans une interview accordée à Canal 3 Bénin, il a expliqué que la Chine, avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé et celui de la communauté internationale, commence à maîtriser le coronavirus. Il y a plus de guérisons que de décès, a-t-il souligné. La situation est sous contrôle grâce aux mesures sévères prises par le gouvernement chinois pour protéger le reste du monde. Il a mis l'accent sur la nécessité d'une union internationale pour venir à bout de cette épidémie qui, selon l'ambassadeur, est un défi pour l'espèce humaine. Le diplomate chinois a rassuré par ailleurs qu'aucun cas d'infection n'est jusque-là détecté au Bénin, ni dans toute l'Afrique. Il a également précisé que des mesures sont prises par les gouvernements béninois et chinois pour protéger les populations. Ainsi se résument les faits ayant marqué la semaine écoulée. Merci de votre aimable attention. À lundi prochain pour un autre point de l'actualité hebdomadaire. Notre deuxième appel de ce matin, si vous nous rejoignez, vous êtes sur Canal 3. Actu Matin se poursuit pendant qu'il sonne 8h passées de 34 minutes. Nous allons directement à Materi. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, monsieur Christian. Voilà, merci de répondre à notre invitation. Soriko Sambieni, maire de la commune de Materi. Dites-nous, êtes-vous déjà tombé sur cette image, l'image d'un jeune garçon qui avait son ardoise en main et sur laquelle il est écrit, je cite, « S'il vous plaît, talent, Sodabi, Frolaté, tue nos parents à Materi ». Oui, je l'ai vu pour la première fois sur la page de Facebook de M. Tanguy Agoy, le journaliste de Canal 3. C'est ça. Et quelle fut votre réaction à la lecture de cette image, surtout le regard de cet enfant? D'abord, j'étais content. J'ai dit merci à M. Tanguy qui m'a accompagné un bout de temps dans la lutte contre ce fléau. Et j'étais content de voir qu'il a relancé le plaidoyer à travers cette publication. J'ai dit que ce que le garçon a mis sur sa pancarte illustre bien tout ce que les jeunes à Materi, les tout petits enfants à Materi sont en train de ressentir comme fléau parce qu'ils voient leurs parents décimés, ils voient leurs frères décimés, ils voient tout le monde décimé, ils voient leur avenir un peu compromis par ce fléau. Il y a quelques années, vous vous êtes prononcé sur la situation en déclarant que si rien n'est fait, les femmes seront contraintes d'importer les hommes à Materi pour procréer. C'est-à-dire quoi? C'est aussi grave ce que vous vivez? Bon, la situation est grave, je crois, elle est perceptible même pour n'importe qui vient à Materi. Ce n'est pas seulement Materi, ça concerne aussi les communes de Natitengou, de Bukombe, de Contourna, de Tangueta, de Materi, de Kobli. La situation est pareille un peu partout, je crois que c'est perceptible. Si une fois vous êtes rentré dans le peuple à Natitengou, dans le peuple à Kobli, dans le peuple à Tangueta, vous allez voir que c'est vraiment perceptible.
L'alerte a été donnée il y a longtemps. Je n'ai pas commencé. La répression a été déjà menée 2 fois de suite avant moi. Et quand je suis arrivé en 2016, qui est poursuivi parce que si on n'arrête pas le fléau, comme vous l'avez dit, d'ici là, on n'aura plus de Blavali à Materi et à Kobli Tangueta et consorts. Oui, quels sont les genres de produits qui pilulent le marché de votre commune et qui attirent pour la plupart les jeunes? Bon, jusque-là, c'est un produit non identifié. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une substance, un concentré que les gens utilisent pour diluer dans de l'eau et qu'on nous vend comme du soda-vie. Mais en fait, ce n'est pas du soda-vie. Il s'est avéré que ce poison est en train de tuer lentement nos populations avec la propagation du virus de l'hépatite B. Et quand vous allez à Tangueta, c'est la violation. C'est quoi le docteur Florent de l'hôpital Saint-Jean de Tangueta est mieux placé. Si un jour vous l'appelez, il va vous dire techniquement de quoi il s'agit là-bas. Alors, vous avez dit que ça a commencé avant votre arrivée. La lutte également s'est poursuivie. Et comme vous êtes arrivé, vous avez continué. Est-ce que la justice a été saisie de ce dossier? Qu'en est-il exactement? Bon, la justice en était saisie, mais de manière indirecte, parce que les dames, à un moment donné, ont trouvé qu'on outrepassait nos prérogatives. Ils ont attaqué un chef d'arrondissement qui était parti ramasser un stock dans des conditions. Ce n'était pas directement la question de la vente du soda-vie, mais elles ont estimé que le fait partir ramasser leur stock à leur insu. Et c'est pourquoi elles avaient porté plainte contre le chef de Tangueta notamment. Mais quand on s'est retrouvé au niveau de la justice nous a donné pleinement raison parce qu'on a pris des mesures au niveau du conseil communal pour pouvoir limiter l'accès à ces produits. Ce qu'on avait visé à travers la décision du conseil communal, c'était de créer un peu certaines raretés au niveau du produit, de le rendre un peu plus cher pour que tout le monde ne puisse pas avoir accès en quantité à nous. Allô? Oui, allô? Oui, je vous suis, monsieur le maire. Donc, on avait la décision du conseil communal, c'était de rendre le produit inaccessible pour que les gens ne s'enivrent pas. Donc, quand les dames sont allées au niveau de la justice, la justice nous a accompagnés. Il y a le préfet de la Takora aussi qui nous accompagne dans la lutte. Elle nous a beaucoup accompagnés parce qu'elle-même a vu la situation. Elle sait de quoi... Et voilà, nous l'avons perdu, le maire de Materi qui nous présentait la situation à Materi qui fait face donc à la menace de l'alcool frelaté. Nous verrons bien si on peut le retrouver avant la fin de cette émission. Sinon, nous continuons ce rendez-vous de l'information sur Actu Matin. Dans un instant, je vais retrouver Akime Sedou Seni dans le journal des sports. Suivra donc le rendez-vous de la revue de presse avec Assiomo Kanya Siomo. Restez sur place. Cœur de la ville de Baragou, Loft Ressort Hôtel. Un bel espace très relaxant. Découvrez nos chambres aux standines, espacées avec confort et luxe. Notre salle de conférence avec secrétariat et hall d'atelier. Notre restaurant et nos lieux de détente d'exception pour un séjour en grand. À Loft Ressort Hôtel, profitez de notre service traiteur et de notre parking grande capacité. Loft Ressort Hôtel, Baragou, quartier Arafat, 150 mètres de l'université. Réservation au 23 61 36 20 67 39 51 51. Loft Ressort Hôtel, votre satisfaction, notre plus belle récompense. Voilà, dans le journal des sports, une fois n'est pas coutume, nous allons démarrer par le basketball. Vous êtes là, Akime Sedou Seni. Exactement, la balle orange, le championnat national de première division de basketball, encore appelé la Super League, a démarré ce week-end à Cotonou et à Porto Novo. Au total, 3 rencontres ont marqué cette première journée, dont 2 matchs au niveau des hommes et puis un seul
au niveau des dames. Les images que nous proposons sont celles, bien entendu, du match entre l'association sportive du Port Autonome de Cotonou Basketball Club et puis Renaissance Basketball Club. La rencontre a été largement dominée, Christian, par les portuaires qui sont imposés avec 21 points d'écart, score à l'arrivée 87-26. L'autre affiche chez les hommes a opposé Elan Basketball Club de Porto Novo à Espoir au stade Charles de Gaulle. Les locaux se sont imposés sur le score de 94-52. Ce sont donc les deux rencontres disputées ce premier jour donc, de la Super League. Au niveau des dames, on retiendra qu'une seule affiche était au menu, c'est bien la rencontre entre Raspac et puis Renaissance Basketball Club. Et pour cette rencontre, bien entendu, retenez que c'est bien les dames de l'association sportive du Port Autonome de Cotonou qui sont imposées devant Renaissance BBC. Le score à l'arrivée a été de 66-61. Au terme donc de ces trois différentes rencontres qui ont été disputées, voici pour vous les impressions du président de la Fédération béninoise de basketball, le docteur Ismaël Onifade. Comme je vous l'ai annoncé, j'ai dit la Super League va vous apporter de bonnes surprises en matière de niveau de jeu et de technique. Et c'est ce que nous avons eu, cette bonne surprise que nous avons eue lors du premier match. On connaît d'habitude ce qu'on avait quand ces deux équipes se rencontraient. Mais là, nous avons eu droit à un match jusqu'à la dernière minute qui était serré, où il y avait de l'indécision par rapport au pronostic. Et donc, sincèrement, je dis, je suis heureux pour tous les amis, pour tous ceux qui se sont déplacés et tous ceux qui, évidemment, sont en train de suivre le basket dans sa nouvelle formule de championnat de Super League. Donc, nous avons eu droit à un match très, très serré et un match de niveau un peu plus relevé que ce que nous avions d'habitude. Donc nous espérons que tous les matchs qui vont se suivre vont se passer comme ça pour le bonheur de tous ceux qui aiment le suspense. Et tous les matchs, c'est déjà ce week-end. À l'instant, Onifade Ismaël est le président du comité exécutif de la Fédération béninoise de basketball. On change de discipline. On parle maintenant football avec, bien entendu, cette rencontre en retard après son expérience continentale. Esaü Football Club a entamé ses matchs en retard ce week-end. Et pour une première sortie, ils ont accueilli samedi dernier Beki FC de Bimbirike. C'était au stade René Pleven d'Akpapa. La rencontre s'est soldée par le score étriqué d'1-0. Voici pour vous les commentaires d'Ali Moumouni. Pour ce match en retard de la Vitalo Ligue 1, Esaü FC commence par un service minimum. Dimanche au stade René Pleven de Cotonou, pour le compte de la rencontre de la 11e journée en retard, les hommes de Richard Bior se sont imposés sur le score d'1-0. Un résultat qui ne reflète pas réellement le visage de la rencontre. Esaü, dominateur de la première période, a gaspillé beaucoup d'occasions de but avant de trouver le chemin des filets à la 33e minute. Pareil pour Beki FC de Bembereke qui a aussi créé quelques situations dangereuses dans la surface de réparation des universitaires. Mais du côté des visiteurs, il n'y a pas eu de dénouement. Esaü s'offre 3 points et devient deuxième au classement derrière Ayema en attendant le match de la 15e journée contre la Estonel. Et juste après donc cette rencontre, voici pour vous les impressions après un match. Premier sur la liste, Richard Bior, entraîneur des Esaü Football Club de Cotonou. Vous savez, nous venons d'un grand match que nous avons livré à Kinshasa. Donc les organismes étaient vraiment atteints. Donc il fallait quand même répondre présent pour ce premier match de retard. Donc c'est ce qui fait, vous allez voir, la copie que nous présentons en première partie est différente de celle que nous avons présentée en seconde partie, parce qu'en seconde partie, les joueurs étaient fatigués, les organismes étaient très sollicités. Vous voyez, d'abord non seulement le long voyage, nous avons fait un match là-bas, nous revenons et il fallait attaquer les matchs de retard. C'est ce qui explique la fin de match que nous avons connu ce soir. Voilà, Kegbalo Kodjo, lui, il est l'entraîneur de Beki de Bembereke, il est au micro d'Ali Moumouni. Vous savez, on aurait pu avoir 3 points aujourd'hui et on se serait mieux placé dans le classement, on serait à la 4e position. Du 9e à la 4e, ce serait très bon pour nous. Mais malheureusement, vous avez vu le match, bon, on a eu seulement énormément d'occasions, mais bon, on les a vendangés. Nos attaquants ne sont pas levés de bon pied aujourd'hui. On dirait qu'il nous a manqué de baraka ce soir. Donc on s'est créé énormément d'occasions, mais malheureusement, on a tout vendangé, vous voyez. C'est aussi ça le football. Ah ouais, Kegbalo Kodjo, c'est aussi ça le football. On en a eu suffisamment, ils en ont suffisamment vendangé ce
samedi face à Isaïe Football Club. Malheureusement, eh bien, quand on en vendage et qu'on encaisse, eh bien, le score il est là, 1-0 en faveur d'Isaïe Football Club désormais. Deuxième, en attendant donc les deux autres rencontres en retard, notamment celle qui va se disputer face à Béké et que dis-je à l'Est Tonnerre, c'est bien pour le compte de la 15e journée, et puis la dernière sera face au Buffle FC du Bolgo Christian. C'était les sports. Voilà. Les sports de retour sur Canal 3 tout à l'heure. À 21h. Invité, comme je l'annonçais, le capitaine des Isaïe Football Club, c'est bien Marcel Dandjoun qui a fait forte sensation à l'occasion de la campagne africaine. D'accord, rendez-vous pris tout à l'heure à 21h. Merci beaucoup Hakim Sedou Seni. Mesdames et messieurs, nous allons vous faire revivre l'actualité à travers les parutions du jour. Fraternité qui est revenue sur l'attaque d'un poste de police au voisinage du parc W et qui parle des braconniers qui ont semé la terreur à Kérémou. D'autres journaux sont revenus sur les propos de Abdoulaye Biotchane à propos de l'indice de développement humain du Bénin. L'évolution de notre pays reflète les politiques menées. Ce sont là ces déclarations. Tout ceci contenu dans la revue de presse qu'il nous présente à Siomo Kanya Siomo. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour. L'incident meurtrier au poste de police de Kérémou dans la nuit de samedi à dimanche est relayé ce matin. Le potentiel rapporte que l'information a enflammé la toile quelques minutes après l'admission en soins dans un centre hospitalier d'un agent de la police républicaine qui, quelques heures plus tôt, a réussi à échapper aux balles des assaillants. La presse du jour signale de son côté qu'un policier perd la vie et on note quelques dégâts matériels. Fraternité sous le titre « Des braconniers sèment la terreur à Kérémou » renseigne que Kérémou, une bourgade de Kandi au voisinage du parc W, a vécu un week-end de terreur, une peur qui se propage à l'aide des réseaux sociaux quand on sait qu'à quelques kilomètres de là, de l'autre côté de la frontière au Burkina Faso, il règne le terrorisme. Mais en réalité, il ne s'agit que d'une attaque de braconniers. En effet, dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 février 2020, des individus s'en sont pris au poste de police de Kérémou autour de 2 heures du matin. Se déplaçant sur moto, des individus ont été aperçus dans les environs. Sans doute s'étant rendu compte qu'ils ont été repérés par les policiers, ils ont ouvert le feu, mais explique le journal. Selon certaines informations, la riposte des agents les a contraints à replier avant de revenir mettre feu à la cabane qui sert d'abri. C'est ainsi que l'un des policiers qui se trouvait à l'intérieur a été tué dans les flammes. Un autre blessé par balle a été admis à l'hôpital. À travers un communiqué de presse signé du chef de service relations publiques, le commissaire principal Roger Tawes rapporte le matinal. Des assurances sont données aux populations de la maîtrise de la situation avec une présence renforcée des forces de sécurité et de défense dans la localité. L'autre assurance donnée est le cap sur les politiques macroéconomiques et sociales telles que le confie au journal La Nation le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Le journal part du dernier rapport sur l'indice de développement humain qui soustrait le Bénin du rang des pays les plus pauvres. Le pays doit cette performance au régime en place qui table sur plusieurs politiques économiques et sociales. Ces efforts seront renforcés en vue davantage de performances élogieuses. Abdoulaye Biotchane, ministre d'État chargé du plan et du développement, donne l'assurance dans une interview accordée à ce journal. Et puis, le marché des titres dans l'espace Union économique et monétaire ouest-africaine fait la une de plusieurs publications ce matin, comme Notre Temps, le label et La Cloche, qui note que le Bénin sous talon vient encore de cartonner dans la sous-région ouest-africaine. Pour le leader du jour, le Bénin vient de s'illustrer encore excellemment. Une récolte de près de 39 milliards de francs CFA empochés pour redynamiser les finances nationales. Ainsi, après le record battu en décembre dernier, le Bénin a réédité l'exploit en fin de semaine dernière pour se hisser au beau rang dans les titres financiers de l'UEMOA. L'économiste explique alors que la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique du Bénin a levé le 6 février 2020 sur le marché financier de l'UEMOA 38,500 milliards de francs CFA
à l'issue de son émission d'obligations assimilables du Trésor à 60 mois, a annoncé l'agence UMO à titre. Mais là où il n'y a pas d'assurance, c'est le coronavirus et les difficultés des Béninois telles que l'écrit ce jour Bénin Intelligent qui parle de confusion autour de l'assistance financière du gouvernement. À en croire le journal, les ressortissants béninois en Chine sont en colère contre le gouvernement. Ils dénoncent un mensonge d'État autour de la crise sanitaire qu'ils vivent et demandent à être évacués en un endroit sûr. Selon l'information qui fait état de ce qu'une assistance financière a été portée à chaque étudiant pour l'achat de masques de protection et autres produits de première nécessité. Ils ont démenti hier à travers un communiqué de presse, explique le journal. Dans la suite, Fraternité s'intéresse à la consommation de stupéfiants en milieu scolaire pour écrire que cela prend des proportions assez inquiétantes. Et pour ramener l'ordre et la discipline dans ce milieu, une rencontre d'urgence a été organisée vendredi à Cotonou à laquelle ont assisté les ministres Mawunyo Kakpo et Benjamin Nkpatin, le procureur de la République, près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, des responsables des associations des parents d'élèves et la police républicaine. Des propos des intervenants, il faut retenir que les élèves s'adonnent à la consommation de la drogue et ils urgent de tuer le mal à la racine. Il est temps, selon le ministre de la Santé Benjamin Nkpatin, de décourager ces pratiques qui non seulement exposent les élèves à la dépendance, donc aux maladies, mais également ternissent l'image de l'école béninoise. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin connaît une nouvelle mandature avec l'élection d'Arnaud Akakpo comme président. La Nation, l'économiste, renseigne sur son élection quand Bénin Intelligent informe que la ministre de l'Industrie et du Commerce, Shadia Limatou Assouma, a installé le vendredi 7 février les nouveaux membres du bureau consulaire de la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin pour le compte de la mandature 2020-2025. Merci de m'avoir suivi. Voilà, c'était le premier rendez-vous Actu Matin de cette semaine. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci aux équipes de préparation, de réalisation et de présentation. On va se retrouver demain quand nous serons donc mardi à partir de 7h. Mais n'oubliez pas les différents rendez-vous de l'information sur Canal 3 à 13h, à 19h. Nous sommes lundi. Vous aurez donc 90 minutes au Bénin. Et puis à 19h30, ce sera la grande édition du soir. Portez-vous bien.